Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci d'être avec nous sur LCI. Ce soir, nous allons parler d'international, nous allons parler de canicule. Les sujets seront riches et variés, comme d'habitude, sur cette chaîne, bien évidemment. Ce soir, nous avons Samantha de Mendern. Bonsoir. Merci, Samantha, d'être avec nous. Vous êtes chercheuse à la Royal Institute of International Affairs, ancien officier politique de l'OTAN. Lucas Manger, bonsoir Lucas, vous êtes grand reporter. Merci d'être de retour avec nous ce soir. Christian Macarian n'est pas là encore. Stéphane Goldin, vous êtes analyste sécuritaire, bonsoir. Ancien commandant d'unité d'élite de Tsahal. Merci d'être avec nous. Je sais que vous êtes d'habitude en Israël et quand vous venez en Europe, vous nous faites l'amitié d'être sur notre plateau. C'est toujours très sympathique. Un plaisir. Merci. Qui je vous regarde, Alexandre. Oui, c'est vous dont je cherchais le regard. Alexandre Melnik, vous êtes professeur de géopolitique à l'ICN Business School, ancien diplomate soviétique, puis russe. Enfin, bien évidemment, Michel Goya, vous êtes là, fidèle au poste. Vous êtes consultant militaire LCI. Ce soir, cette nuit d'ailleurs, au 1583e jour de guerre entre la Russie et l'Ukraine, eh bien l'armée ukrainienne a lancé sa plus grande attaque nocturne contre la Russie depuis le début de l'invasion russe du 24 février 2022. Bien évidemment, les chiffres exacts du nombre de projectiles ukrainiens qui sont lancés en territoire ennemi tous les jours, toutes les nuits, ne sont pas divulgués. C'est bien normal. Ce sont des informations top secret parce que c'est comme ça quand c'est la guerre. Mais on possède les chiffres du ministre de la Défense sur combien les systèmes de défense aérienne russes ont intercepté et détruit de drones ukrainiens. Eh bien, il s'agit de 660. 660, Michel Goya. Est-ce que c'est pas un chiffre énorme ? Oui, alors d'abord, il faut se méfier quand même des chiffres annoncés par le ministère de la Défense russe, qui est quand même pas la plus fiable des sources, et qui ont tendance très largement à exagérer. Mais ça veut dire très concrètement, oui, que s'ils annoncent 600 drones abattus, ça veut dire qu'il y en a eu au moins 800, peut-être même plus, qui ont été lancés. Donc, ce que veut dire, c'est qu'il y a eu effectivement une frappe massive sur l'ensemble ukrainien, sur l'ensemble de la Russie, sachant que, contrairement aux Ukrainiens qui interceptent vraiment à peu près 90% des drones Shahed russes qui tombent sur l'Ukraine, les Russes en interceptent beaucoup moins du côté ukrainien. C'est-à-dire que concrètement, il y a eu des centaines d'impacts sur le sol russe dans cette nuit, ce qui s'intègre certainement dans cette fameuse campagne de 40 jours que Volodymyr Zelensky, et qui est une campagne qui se veut de masse. C'est-à-dire qu'il est probable qu'on assistera à des scènes comme ça encore dans les jours qui viennent, avec cette volonté d'avoir véritablement un effet de masse, à la fois sur la Russie et à la fois, parce que c'est une campagne double, sur les territoires occupés en Ukraine. On va y revenir, évidemment, avec bien des détails. Christian Macarian, vous nous avez rejoint, vous êtes éditorialiste international au Point et à Radio Classique. Pardon, j'ai un chat dans la gorge. Effectivement, on a l'impression, et ce n'est pas qu'une impression, dans les faits, on a les chiffres, je disais, que nous donnent les Russes du nombre des projectiles qu'ils ont pu intercepter, même si on n'a pas les chiffres exacts de ce que les Ukrainiens envoient, mais on a l'impression que ça augmente chaque jour. Oui, parce que c'est le résultat, ça ne sort pas de nulle part, d'un changement de stratégie objective de la part de l'Ukraine, qui lui-même fait suite à des changements d'équipe. Il y a eu des mouvements profonds dans l'entourage de Zelensky, et il y a toute une stratégie qui est élaborée et qui, cette fois, fonctionne de façon assez impressionnante. Donc après avoir longtemps tâtonné, après même avoir esquissé, comme en 2023, des contre-offensives massives qui n'ont pas franchement abouti aux résultats escomptés, là, l'Ukraine a trouvé en grande partie, grâce à son incroyable créativité, sa production technologique, aux drones, pour dire le mot simple. Les drones, oui, on va parler que de ça. De toute façon, oui, les drones ont changé la guerre. Oui, et pour l'instant, ça procure à l'Ukraine un avantage. D'une ingéniosité extraordinaire, un avantage sur les Russes. Alors d'ailleurs, dans la région de Toula, qui est une région au sud de Moscou, pas très loin de Moscou, ça a été la principale cible, cette région, de cette attaque massive de la nuit dernière, puisque 157 drones ukrainiens ont été abattus selon
selon le gouverneur russe de la région. Alexandre, c'est le gouverneur Dmitri Milaïev qui en a informé parce que c'est comme ça que ça se passe maintenant en Russie. Ce sont les gouverneurs, depuis cette guerre, qui ont d'ailleurs un rôle accru de transparence, entre guillemets, en tout cas de communication. Ils se sentent obligés de communiquer avec ceux qui vivent dans leur région. C'est le cas aussi du gouverneur de la Crimée, donc qui annonce les chiffres. Mais ce que disait tout à l'heure Christian, c'est tout à fait vrai. À mon avis, il y a une vraie stratégie. Au-delà des chiffres, au-delà du nombre de drones abattus ou pas abattus, etc., il y a un point de bascule qui est en train de se passer, à mon avis. C'est-à-dire, en d'autres termes, que grâce à cette nouvelle stratégie clairement définie, c'est-à-dire frapper en profondeur, cibler la Crimée, assicher l'économie russe de son réservoir pétrolier et gazier, et donc c'est vraie stratégie russe aujourd'hui, ukrainienne, commence vraiment à porter ses fruits. Donc moi, je constate aujourd'hui que la guerre pivote ces derniers temps clairement en faveur de l'Ukraine. Et donc c'est un point de bascule que nous, en tant qu'observateurs, nous n'avons pas le droit de ne pas noter, de ne pas observer, de ne pas commenter. Donc la guerre, c'est, je dirais, presque le moment Stalingrad. Vous savez, le moment Stalingrad, c'est le moment en 1943, lorsque la guerre a vraiment basculé. Parce que pour la première fois, alors, donc, l'armée hitlérienne s'est heurtée à la résistance, à la vraie résistance soviétique. Ce qui se passe actuellement, c'est le changement de paradigme. C'est l'Ukraine qui attaque aujourd'hui et c'est la Russie qui défend. Donc, c'est pour ça que la Russie doit aujourd'hui créer ce système de défense et pas les armes offensives. Et c'est ça qui peut être justement le talon d'Achille de la Russie. Les armes défensives qui doivent répondre à l'attaque des Ukrainiens. Rendons-nous à Kiev, où nous sommes en duplex avec Elisabeth Pierson. Elisabeth, merci d'être avec nous. Bonsoir. Est-ce que justement, du côté ukrainien, il y a une certaine euphorie face à ces attaques massives, quotidiennes, de drones dans la profondeur de la Russie ? Alors euphorie, non. Optimisme, certain. Mais un optimisme qui reste prudent. Ces frappes à longue portée sont très observées ici, très scrutées. Et sur les réseaux sociaux, on voit beaucoup d'images des raffineries en feu, des files de voitures aux stations essence en Crimée qui tournent abondamment, qui donnent le sourire aux Ukrainiens, qui ont le sentiment qu'à leur tour, les Russes, dans une moindre échelle, commencent à ressentir eux-mêmes les effets de la guerre. Toutefois, cet optimisme reste très mesuré du côté des observateurs qui le temporise, qui parle non pas d'un tournant, mais plutôt peut-être d'un vent plutôt favorable à l'Ukraine. Et puis, quand on va du côté de la ligne de front, où vous savez que l'armée ukrainienne reprend plus de kilomètres carrés que les Russes depuis quelques semaines, là aussi, les soldats nous disent, vous savez, ici, plus que les kilomètres carrés, on continue à compter nos morts et nos blessés, nous rappelant ainsi que ce conflit est avant tout une guerre d'usure. Merci beaucoup Elisabeth Pierson, merci d'avoir été en direct avec nous depuis la capitale ukrainienne. Donc on l'a dit, la première cible cette nuit des Ukrainiens dans la profondeur russe, ça a été Toula. Toula, c'est donc le sud de Moscou, mais il y a également une autre cible, c'est Moscou elle-même. Selon la capitale, selon le maire de la capitale, Sergueï Sobyanin, eh bien il y a eu 47 drones abattus cette nuit. Samantha de Bernard, ça a évidemment eu comme conséquence de réduire l'activité alors pas des 5 aéroports de Moscou, mais des 4 plus grands aéroports de Moscou, même des 3, Domodedovo, Vnukovo et Sheremetyevo, qui ne sont pas des moindres, qui sont des grands aéroports de la capitale que vous connaissez comme moi. Oui, et c'est d'autant plus important et symbolique pour les Russes, c'est que nous sommes en période de départ de vacances. Beaucoup de Russes, s'ils ne peuvent plus partir sur la côte d'Azur en été, vont en Turquie, vont dans le sud de la Russie, au sud de la Russie. C'est aussi compromis parce que la Crimée, on peut plus trop y aller. Le sud de la Russie, il y a des raffineries qui brûlent. Donc là, c'est aussi vraiment un moyen d'apporter, de faire comprendre aux Moscovites, vous ne pouvez plus faire semblant qu'il n'y a plus de guerre. Ce n'est pas une opération militaire spéciale, c'est une guerre. Et donc, que font les Ukrainiens aussi ? Ils sont en train d'adopter en fait une stratégie très soviétique. Et j'en ai parlé avec des Ukrainiens de très haut niveau en début de semaine. Stratégie soviétique ? Oui. De la part des Ukrainiens ? Oui, allez-y. Et ils expliquent ça de façon très assumée. C'est le contrôle de la profondeur. Non, mais ils ne disent pas que c'est soviétique. Et ils utilisent ce mot. Ils ont rappelé, ils ont dit c'est un vieux terme soviétique. Peut-être qu'Alexandre Melnik pourra me le confirmer. Oui. Le contrôle de la profondeur opérationnelle. Oui. Voilà. Bon,
je traduis. D'abord, mais qu'est-ce que ça de soviétique? Le français, donc bon, bref, pas utiliser le bon mot. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire en gros? Ça veut dire empêcher la Russie de faire la guerre. Oui. On peut pas. Ils savent très bien que sur le terrain, malgré leurs avancées, il y a des problèmes et reconquérir par la force militaire pure sur le terrain sera compliqué. Par contre, empêcher les Russes de faire la guerre, ça, c'est quelque chose qui est en tout cas un objectif. Empêcher les Russes de faire la guerre. L'idée, Michel. c'était d'être capable de frapper simultanément sur l'ensemble de toute la profondeur du dispositif ennemi, depuis la ligne. Mais en quoi c'est soviétique comme tactique? C'est ça, mais c'est l'idée, mais c'est l'idée de le faire en même temps, simultanément. Alors généralement, en plus avec une offensive au sol. Oui. Et donc là, ce qui se passe concrètement, c'est qu'effectivement, il y a la ligne de front où il y a plein de drones. Il y a la zone arrière, véritablement. Alors ça, les campagnes de frappe sur la zone arrière, c'était pas trop soviétique, mais il y a cette idée quand même de frapper toutes les bases arrière. Et puis il y a ce qu'il y a entre les deux. C'est vraiment la vraie nouveauté, c'est ça, c'est ce qu'il y a entre les deux, et en particulier dans les zones occupées en Ukraine et en Crimée, c'est de faire cette campagne de frappe aussi avec de nouveaux moyens, et où on fait la chasse à toute la logistique, tout le dispositif. Donc maintenant, ça veut dire, je termine, que les Ukrainiens sont capables de frapper de la ligne 0 jusqu'à 1500 km. Voilà, ils ont les moyens autonomes, made in Ukraine, de frapper de 0 jusqu'à l'Oural, pratiquement, et presque là où ils veulent. Oui, Alexandre, je voyais sourire à l'évocation de cette stratégie soviétique. Oui, voilà. C'est le mot soviétique qui m'a fait réagir, évidemment, parce que, en fait, je ne sais pas si on peut appeler ça soviétique, mais il y a une alliance entre l'expérience du passé, parce qu'il faut toujours tenir... oui, parce que quoi qu'ils en disent, les Ukrainiens ont un passé soviétique. Et vous savez que le commandant en chef, le veuille ou non, le commandant en chef de l'armée ukrainienne, Oleksandr Syrsky, il est soviétique. Il est ancien soviétique. Il a fait ses études, par son âge, évidemment. Il a fait ses études en Union soviétique. C'est-à-dire, il garde quand même les traces de cette éducation, de cette mentalité d'une certaine façon. Enfin, militairement parlant. Ce qui fait la force des Ukrainiens, ce qu'ils ajoutent justement à cette expérience, disons soviétique, l'expérience moderne du XXIe siècle. Parce que le ministre de la Défense, Fedorov, il a 34 ans. Donc c'est une alliance, si vous voulez, de deux expériences de côté et de l'autre côté, l'ingéniosité du XXIe siècle, la modernité, la flexibilité. Et les Russes qui ont fait les mêmes écoles militaires auraient quand même pu prévoir ça. Enfin, ils étaient totalement... Mais ils sont restés dans leurs anciens logiciels mentaux. Ils n'ont pas évolué. Vous savez, Doudaïev, qui était un grand général tchétchène, avait également fait l'académie soviétique. Absolument. Et d'ailleurs, les ennemis, vous vous souvenez, Christian Macarian, tout à fait. Les ennemis donc tchétchènes et russes dans cette guerre de Tchétchénie arrivaient à se comprendre grâce à ça, si je puis dire. Les Russes sont victimes de leur propre discours, qui est tellement dédaigneux, méprisant à l'égard des Ukrainiens, ces sous-hommes qui n'y arriveront pas, et les Russes étaient tellement pénétrés de leur supériorité militaire et industrielle qu'ils ont sous-estimé complètement l'adversaire. Alors, concrètement, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que les troupes ukrainiennes ont hissé le drapeau de leur pays, et nous allons vous le montrer parce que nous avons des images. Là, voyez, sur ce lieu, voyez cette carte, c'est-à-dire sur le Spitz de Kinburn. Kinburn, c'est où? C'est à l'embouchure du fleuve Dnipro, donc dans le sud, dans la région Mykolaïv, dans le sud de l'Ukraine, qui était aux mains des Russes depuis 2022. Vous voyez ce drapeau ukrainien, Lucas Manget. Donc ça montre bien que en certains endroits du front, les troupes russes sont en retrait. Oui, c'est-à-dire qu'il y a deux fronts, si j'allais dire, en parallèle. Il y a le front des drones, dont on vient de parler, qui est très impressionnant et très symbolique. Et puis, il y a des reprises de territoire. Alors, ça s'est passé sous un feu intense, hein? Oui, bien entendu. Non, je voulais dire, il y a des frappes lointaines en profondeur dont on vient de parler. Et puis, il y a la reprise de territoires beaucoup plus proches sur le sol ukrainien, qui sont tout aussi symboliques. Après, et qui sont très importantes pour le moral des Ukrainiens, pour le moral non seulement de l'armée ukrainienne, mais de la société ukrainienne. Après, je veux pas être, tempérer l'enthousiasme général du plateau, mais il faut de la même manière. Tempérer, on est là pour la nuance. Non, Et puis alors le tempérer, c'est bien là. On va parler à la canicule plus tard. Tempérer, c'est un bon mot. Ce que je veux dire, c'est que
ça fait 4 ans et demi que sur ce plateau on commente les avancées de l'armée ukrainienne et qu'on souligne la résilience et la résistance de l'armée ukrainienne. Il faut aussi se garder d'un enthousiasme trop massif. Le plan ukrainien est extrêmement spectaculaire, mais il n'est pas terminé. On ne peut pas encore se dire tout a changé, les Ukrainiens ont gagné la guerre. Parce qu'il faut se méfier de l'ours blessé que peut être Vladimir Poutine et de ce que peut faire Vladimir Poutine en réaction à ce qui est en train de se passer. Ce qui est les images qu'on voit là, quand Kiev plante un drapeau, c'est une humiliation de plus pour Vladimir Poutine. Je crois que voilà, c'est plutôt dans le Donbass qu'en Crimée. Dans Kinborn, c'est la flèche. Ça fait partie de la Crimée. Oui. Ça fait partie de la Crimée. Au sud de Mykolaïev. Ouais. Merci Michel. Mais ce qui est important, c'est que ce sont des victoires extrêmement symboliques et petit à petit qui redonnent de la force et du courage aux Ukrainiens. Mais attention non plus à ne pas. Attention, bien évidemment. Eh bien, je vais aussi modérer votre propos parce que l'Ukraine est en train de gagner la guerre. C'est ce qu'a dit toujours Volodymyr Zelensky, le président ukrainien. Et évidemment, il est de bonne guerre qu'il le dise. Il a raison. Bien sûr. Mais cette fois. Attention, parce que cette fois, ça n'est pas Zelensky qui le dit. Ça n'est pas Volodymyr Zelensky qui le dit. C'est le département d'État américain. C'est ça qui est nouveau. En la personne de Jeremy Levin, le secrétaire d'État adjoint à l'aide étrangère et aux affaires humanitaires. Lors d'un discours à Gdansk, en Pologne, voilà ce qu'il a dit. Nous vivons actuellement un moment où l'Ukraine est en train de gagner la guerre. Oui, ça vous semble normal, ça, Alexandre Menny? Parce que alors ça, moi, j'avais jamais entendu ça. Tout à fait. L'Ukraine, il est en train de gagner cette guerre. Tout simplement parce que la stratégie ukrainienne se révèle juste et efficace. Et aussi, il y a un nouveau phénomène, peut-être on va en parler, il y a quand même des frictions aujourd'hui à l'intérieur du Kremlin. Donc, oui, on va y venir un peu plus tard dans la soirée, bien évidemment, en détail. Ça fait partie de l'ensemble de la situation. Donc, l'Ukraine est en train de faire basculer la guerre en sa faveur et en même temps, le régime de Poutine vacille. Donc, il y a la conjonction de ces deux facteurs qu'on observe quand même pour la première fois depuis quand même, je dirais, le début de la guerre. Laissez-moi tempérer aussi. Oui. Ah bah alors chacun va tempérer ce soir. Décidément, c'est le maître mot. Alors, vous n'allez pas vous y mettre aussi, Michel? Je vais refroidir. On ne peut pas parler de gagner ou de perdre cette guerre aujourd'hui. En ce moment, personne n'est en train de gagner cette guerre. L'Ukraine, si elle arrive à faire que la Russie cesse ses frappes sur son territoire et qu'il y ait un cessez-le-feu, est-ce que ce sera gagner la guerre alors qu'une grande partie de son territoire resterait sous contrôle russe? Une vraie victoire ukrainienne serait qu'elle reprenne tout son territoire. Je crois que même les Ukrainiens au plus haut niveau, aujourd'hui, ne croient pas à ça. Mais en effet, le vent est en sa faveur. Les Ukrainiens ont les cartes en main pour paraphraser M. Trump. C'est trop tôt pour parler de gagner. On va évidemment reparler en détail ce soir de qui gagne la guerre en Ukraine, si ce sont les Ukrainiens, si ce sont les Russes. Est-ce que les propos qui viennent des États-Unis ont de l'importance sur cette guerre ou pas? Ce qui se passe effectivement au plus haut sommet du Kremlin, les dissensions. Mais arrêtons-nous un instant sur une autre guerre, celle dont on vous a également beaucoup parlé, qui est en cours de négociation pour s'arrêter en ce moment, celle évidemment entre les États-Unis d'Amérique et la République islamique d'Iran. Puisque Donald Trump a tweeté tout à l'heure, il a tweeté sur son réseau Truth Social à propos du détroit d'Ormuz. Je vous lis son tweet. La République islamique d'Iran a tiré au moins 4 drones d'attaque à usage unique sur des navires traversant le détroit d'Ormuz. On se souvient que pour Donald Trump, la question est réglée. Les États-Unis ont quitté le détroit d'Ormuz grâce à l'accord. L'un de ces drones a percuté de plein fouet le pont supérieur d'un grand cargo de grande valeur. Donald Trump accorde toujours beaucoup d'importance à ce qui a une grande valeur. Le navire a subi des dégâts, mais a pu poursuivre sa route. Nous avons abattu 3 autres drones. Il s'agit manifestement d'une violation insensée de notre accord de cessez-le-feu. Stéphane Goldin, là on est avec Trump qui effectivement lui a de la suite dans les idées, c'est-à-dire que il veut montrer qu'il a gagné ce bras de fer avec les Iraniens dans le détroit d'Ormuz. Le bras de fer n'est pas gagné pour le moment puisque, comme vous l'avez rappelé, il y a eu un tir iranien sur un navire omanais d'ailleurs,
puisque ce navire omanais avait décidé de contourner le détroit d'Ormuz sans l'accord d'ailleurs des Iraniens. Et donc on voit très bien la stratégie iranienne et la stratégie américaine. D'un côté, certains veulent maintenir ou en tout cas donner un sentiment de liberté de navigation, quand d'autres, et je pense aux Iraniens, vont à tout prix mettre en place un système, en tout cas une volonté de mettre en place un système avec un péage à la base et donc un contrôle du trafic maritime qui se passe sur les détroits d'Ormuz. Donc pour le moment, c'est loin d'être gagné. Voilà. On verra comment les choses vont évoluer. C'est loin d'être gagné sur ce détroit, sur cette guerre. C'est loin d'être gagné aussi pour la guerre entre la Russie et l'Ukraine. De tous ces sujets, nous allons reparler dans un instant. Après ces quelques minutes de coupure publicitaire, restez avec nous parce que nous débuterons par la canicule. Mais également, il faudra parler d'un accord cadre qui a été signé tout à l'heure, cet après-midi à Washington, entre Israël et le Liban. À tout de suite. Mesdames, Messieurs, bonsoir ou rebonsoir. Merci d'être avec nous. Nous allons parler, bien évidemment, un sujet qui nous touche tous dans toute la France et également en Europe, la canicule. Nous ont rejoint ce soir Julien Dumont. Julien Dumont, bonsoir. Vous êtes vice-président de la protection civile Paris-Seine. Merci d'être avec nous. Et Christophe Prudhomme, bonsoir. Vous êtes conseiller LFI de Paris. Vous êtes ancien médecin urgentiste au SAMU 93 et donc ancien porte-parole également. Je crois que c'est depuis très récemment que vous ne l'êtes plus, de l'AMUF, c'est-à-dire l'Association des médecins urgentistes de France. Merci à vous deux d'être là. Et puis, sont restés sur le plateau Samantha de Bendern et Christian Macarian. Merci à vous. Après 7 jours et 7 nuits de canicule, hyperthermie, malaise cardiaque et premier décès font leur apparition. De plus en plus d'événements sont annulés, et, par exemple ce week-end, face à la peur, à la crainte de la saturation des hôpitaux à Paris, le festival Solidaise a été annulé, la marche des fiertés va être reportée à la demande de la préfecture de Paris. Donc justement, Julien Dumont, est-ce que ce sont de sages décisions? Est-ce qu'on peut les expliquer véritablement à celles et ceux qui nous regardent, qui nous écoutent? La raison première, c'est qu'on craint ce qui pourrait s'y passer. Des malaises, c'est cela. Quel malaise? Qu'est-ce qu'on craint exactement? Tout à fait. Alors des malaises liés à de la déshydratation, liés à de l'hyperthermie. On voit que depuis quelques jours maintenant, le risque grandit de plus en plus. On arrive à un pic de température. Et donc on est au pic selon... Enfin bon, vous n'êtes pas spécialiste de la météo, pardon, mais on aimerait tous savoir quand est-ce que ça va se terminer. On espère le plus tôt possible. Mais en tout cas, on arrive dans les phases les plus hautes de ces températures. Et donc il a fallu qu'on adapte nos prises en charge, nos dispositifs de secours avec des bassins d'hyperthermie, etc. Mais évidemment, ce que l'on craint... Des bassins d'hyperthermie, c'est-à-dire qu'on a des baignoires que l'on remplit de glace et d'eau froide, qui permet de pouvoir créer un choc thermique quand on prend en charge une personne en hyperthermie avec des températures à 40-42 degrés. Donc c'est maintenant dans la plupart des interventions, il est possible d'avoir ces bassines. En tout cas, on les met en place sur certains types de dispositifs, typiquement les courses, d'autres événements où on craint la chaleur, et on les met en place de plus en plus souvent, effectivement, maintenant. D'accord, donc ça c'est nouveau. On les avait déjà, mais en fait, avec l'arrivée de ces canicules successives, on les met de plus en plus en place, et donc finalement, on en parle de plus en plus. Mais c'est dur à mettre en place? Pas du tout. On remplit juste ce bassin, nos camions sont équipés avec. Donc... Ah, vos camions sont équipés avec, donc pour une fois, une mesure qui semble faisable, si j'ai bien compris. C'est tout à fait réalisable, on le met en place depuis maintenant pas mal de temps. Pour essayer de nous rendre compte de concrètement comment ça se passe, retrouvons Pierre-Olivier Dantan. Pierre-Olivier, bonsoir, merci d'être avec nous ce soir. Vous êtes devant l'hôpital Pompidou, ici à Paris. Expliquez-nous, Pierre-Olivier, est-ce qu'il y a davantage de personnes admises aux urgences? Là où vous êtes, est-ce que vous avez vu, vous êtes devant les urgences, est-ce que vous avez vu un balai d'ambulance, disons, supérieur à ce qui est d'habitude le cas à cet hôpital Pompidou? Bonsoir Anne. Alors ce qui est sûr, c'est que le nombre d'admissions liées à la chaleur, il a explosé ces derniers jours, non seulement dans les hôpitaux parisiens, mais aussi dans les différents CHU de France. Certains hôpitaux ont vu les admissions liées à la chaleur augmenter de 50 à 60% par rapport à une période habituelle. Et vous le disiez Anne, ce qui est intéressant, c'est qu'avec Olivier Martin, on se trouve justement ici devant l'hôpital Georges Pompidou. On a pu discuter il y a quelques minutes avec des pompiers qui ont fait toute la journée des allers-retours pour
des patients. Une famille, il y a quelques minutes aussi, nous confiait la chaleur accablante qu'il fait à l'intérieur du bâtiment. Et Philippe Juvin, justement, chef des urgences ici à cet hôpital Georges Pompidou, l'expliquait hier. La situation est extrêmement grave. Les couloirs sont pleins. Et justement, Philippe Juvin, il s'inquiète d'une hausse de la mortalité dans les prochains jours ici dans la capitale. Mais alors, justement, Pierre-Olivier, le plan blanc a été déclenché depuis aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Quelles sont les implications pour tous les hôpitaux de France, et notamment celui devant lequel vous vous situez ? Alors oui, Anne, l'ARS, l'Agence régionale de santé d'Île-de-France, a en effet enclenché ce plan blanc. Il concerne donc les établissements de santé franciliens. En fait, ce plan blanc, il a été enclenché justement pour répondre à cet afflux de patients dont je vous parlais il y a quelques secondes. Concrètement, qu'est-ce que ça permet de faire ? Eh bien, ça permet en fait de réorganiser complètement les établissements de santé pour permettre d'accueillir plus de monde. Les chefs d'établissements de santé, ils vont pouvoir justement rappeler du personnel qui était au repos pour leur dire de revenir travailler. Ils vont pouvoir mobiliser des étudiants infirmiers ou médecins, des bénévoles dans les associations de secourisme aussi. Et le plan blanc, ça veut dire aussi faire plus de place, donc libérer des lits, donc déprogrammer des opérations considérées comme non urgentes. Voilà à quoi sert ce plan blanc qui a été déclenché cet après-midi par l'ARS Île-de-France. Merci beaucoup Pierre-Olivier Dantan. Vous êtes accompagné d'Olivier Martin. Donc expliquez-nous un petit peu mieux, Christophe Prudhomme, puisque vous êtes un habitué des hôpitaux, vous avez été aux urgences, urgentistes. Est-ce que la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui est une situation qui a déjà existé ? Parce qu'on fait des références aux précédentes canicules, mais est-ce que c'est équivalent ? Est-ce que c'est plus fort ? Qu'est-ce qui rend la situation différente ? C'est sa durée ? Non, ce qui rend la situation différente, elle n'est pas vraiment différente, c'est que on a une augmentation d'activité, mais qui n'a rien de catastrophique. C'est que notre système de santé est en situation de tension en permanence, et toute augmentation d'activité le fait exploser. Voilà. Les plans blancs, on en a régulièrement chaque été, chaque hiver. Là, il faut les généraliser, ce qui est catastrophique, parce que déclencher des plans blancs, il faut savoir que ça a une incidence sur la mortalité des patients. Pourquoi ? Oui, parce qu'il y a d'autres opérations ceux qu'on n'opère pas à temps, ceux dont on retarde l'hospitalisation. Donc voilà, ce qu'il faut dire, c'est que moi, oui, mais on a des chiffres là-dessus, on a des certitudes. Oui, à chaque période, vous savez, chaque épidémie de grippe un peu grave, chaque période de forte chaleur, on a une surmortalité. Là, on a des hôpitaux qui sont tellement inadaptés à ces périodes de forte chaleur qu'on a même des patients qui sont hospitalisés, qui décèdent alors qu'ils ne devraient pas décéder dans leur chambre. Vous voyez, on en est là quand même. Pourquoi ? Parce que on est dans une situation... Ils ne devraient pas décéder dans leur chambre parce qu'ils devraient être soignés. Parce que quand vous êtes dans une chambre où il fait 35 degrés, si vous êtes déjà fatigué, vous sortez d'une intervention, vous êtes hospitalisé pour une pathologie grave, il faut comprendre que à un moment donné, le corps lâche. Donc la première canicule, c'était en 2003. Moi, j'y étais déjà. Qu'a-t-on fait depuis 22 ans ? Quasiment rien. On a continué à fermer des lits. Aujourd'hui, vous savez, moi, quand j'ai commencé à travailler à l'assistance publique, il y avait 30 000 lits. C'était il y a combien de temps ? C'était dans les années 80. Donc jusqu'au début des années 90, on avait 30 000 lits. Aujourd'hui, on en a 20 000, mais on n'a que 18 000 qui sont ouverts parce que on manque d'infirmières. Pourquoi ? Parce que ce métier est tellement peu attractif qu'on a des démissions, qu'on n'en forme pas assez. Donc on a un système de santé qui est en tension en permanence toute l'année quand on a une activité normale, quand on a une augmentation là d'hospitalisation. L'augmentation des hospitalisations, c'est 20 à 30%. Bon, c'est important, mais c'est pas, vous voyez, catastrophique. Donc le problème aujourd'hui, c'est que nous expliquer d'année en année qu'il faut faire des plans d'économie, qu'il faut remplir les hôpitaux à 100%. On a des études qui montrent que un hôpital doit toujours avoir un volant de lits disponible de 15 à 20%. Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Mais est-ce que vous l'avez vécu, les moments, les périodes où c'était le cas ? En 2003, c'était catastrophique parce qu'on était beaucoup moins bien préparé qu'aujourd'hui. On a quand même fait des efforts en termes de prévention. Vous dites quand même un tout petit peu de positif dans ce que vous dites. Mais bien sûr, mais heureusement on a fait des choses à l'extérieur de l'hôpital. C'est-à-dire on s'est occupé des personnes âgées dans les EHPAD. On a les CCAS, qu'on veut supprimer d'ailleurs, qui s'occupent d'appeler les personnes pour vérifier qu'elles vont bien quand elles sont à domicile. Heureusement qu'on a fait ces efforts-là. Mais par contre, notre système de santé, on l'a vu, il n'était pas dimensionné comme il fallait pendant la période Covid. On nous a applaudi, mais depuis...
Écoutez, vous êtes sur une chaîne d'infos en continu. Oui. Chaque année, vous nous expliquez que lors du vote de la loi de financement de la sécurité sociale, qu'il y a des plans d'économie. Voilà, on met pas d'argent dans les services publics. Vous savez, aujourd'hui, pourquoi on est en difficulté dans les écoles? Parce qu'on n'a pas rénové les écoles. Vous voyez, je suis conseiller de Paris. Le plan de rénovation des écoles et des crèches à Paris, là, il va être accéléré, mais au rythme où il était jusqu'à il y a 2-3 ans, il fallait 100 ans pour mettre aux normes les crèches et les écoles à Paris. Si on fait pas les investissements nécessaires pour s'adapter à ces périodes de forte chaleur qui vont se multiplier, eh bien, on sera en permanence en situation de crise. Et quand on est en situation de crise, il y a des dégâts, il y a des conséquences en termes de surmortalité. Surtout quand il s'agit effectivement du domaine de la santé. Surmortalité qu'on appelle évitable, quand même. Surmortalité évitable. On va y revenir. Écoutons ce qu'a dit ce matin Monique Barbu, qui est ministre de la Transition écologique, qui est horrifiée. Vous allez voir par quoi. 3000 climatiseurs pour aller plus vite, ça c'est la réponse rapide. Comment? Parce que les climatiseurs, on peut les trouver et les installer. Et deuxièmement, un plan d'investissement à hauteur de 600 millions pour équiper plus structurellement les hôpitaux pour mieux résister à la canicule. Les services de l'État ont la capacité d'intervenir directement avec les fabricants, avec les importateurs. Je pense qu'on va stimuler toutes ces filières et je suis convaincu qu'on saura trouver les solutions avec la mobilisation de toute la filière, effectivement, pour être en capacité d'installer ces climatiseurs le plus vite possible. Bon, ça n'est pas, vous l'avez remarqué, Monique Barbu. Il s'agissait de Dominique Farandou, de Jean-Pierre Farandou. Et donc, il est en train de spécifier, il l'a spécifié sur notre antenne tout à l'heure, le fait qu'il faut absolument acheter des climatiseurs, Christian Macarian. Mais ça pose débat également. Ça pose débat, mais comme toujours dans ces crises, on en a coutume d'admettre que des épreuves révèlent des individus, mais les épreuves révèlent aussi des sociétés. Et ce que ça révèle de la société française est assez tragique de mon point de vue. Je vois un problème moral, un problème politique et un problème international. Donc vous rejoignez Christophe Prudhomme? Oui, mais je ne disconviens absolument pas de ce qu'a dit M. Prudhomme et la crise de l'hôpital qui est en tension permanente. On le voit dans le moindre cas des... Mais ça, je pense que tout le monde est d'accord pour le dire. Et même hors canicule comme aujourd'hui. On est d'accord, mais quand il s'agit de la justice, c'est aussi une crise de l'appareil de justice. Quand il s'agit de la sécurité, c'est pareil. Il y a une crise quand même très globale. Et cette canicule ne fait que révéler par des effets climatiques des problèmes qui ne sont absolument pas résolus et qui relèvent de la sphère politique. Donc il y a vraiment un gros sujet sur cette question. Moi, ce qui me frappe, c'est que le stade de la responsabilité individuelle dans une société pourtant hyper individualiste ne répond pas, parce qu'on peut pas non plus tout le temps se tourner vers l'État et exiger des milliards de crédits. Ça, tout ce qui est budgétaire relève du travail et de l'effort des Français. Ça relève pas d'un parachutage financier. Quand même, il faut être assez logique. Donc, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, qui est idéologique, moi, je suis consterné par les déclarations de Madame Barbu. Alors, attendez, d'abord, il faut que nous l'écoutions. Donc, on va écouter ce qu'a dit ce matin la ministre, pour que vous puissiez commenter. Je voudrais ensuite parler de l'international et de l'expérience des vrais pays chauds dont nous tenons absolument pas compte. D'accord. Mais écoutons d'abord, chaque chose en son temps, écoutons ce qu'a dit ce matin Monique Barbu, je répète, qui est la ministre de la Transition écologique, qui est horrifiée par... Vous allez l'entendre. Je suis horrifiée par les gens qui me disent « Ah, mais il n'y a qu'à mettre la clim partout. » Très bien, on va mettre la clim partout. Vous croyez que ça va éviter un feu de forêt ? Vous croyez que ça va éviter une culture de ne pas exister ? Vous croyez que ça va éviter la mort des animaux que nous voyons ? Vous croyez que ça va éviter quoi ? Rien. Alors, vous dites c'est lamentable ? Mais oui, c'est lamentable. Christian Prudhomme. Écoutez, on a besoin d'utiliser tous les moyens disponibles. On n'a rien planifié. Parce que c'est pas qu'une question de moyens, c'est une question d'organisation et de planification. Si on avait eu un plan d'organisation au niveau du bâti, au niveau des personnels, au niveau des moyens, on n'en serait pas là aujourd'hui. Rien n'a été planifié. Dans la planification, il y a de l'organisation et des moyens. Mais planifié c'est pas qu'une question. Par qui, donc ? Planifié. Quand vous ne
n'isolez pas les écoles, quand vous n'isolez pas les hôpitaux, quand on a des hôpitaux qui ont été construits dans les années 60-70 avec des façades qui sont plein sud, sans occultants, sans volets, c'est évident qu'il y a un problème. Donc la question de la rénovation de ces bâtiments, ça se planifie. On peut pas tout faire tout de suite, mais ça se planifie. Et depuis 2003, on aurait pu rénover beaucoup plus d'hôpitaux qu'aujourd'hui. Alors maintenant, on nous parle de plan. Et alors là, le débat autour de la climatisation, écoutez, les moyens qu'on a aujourd'hui, il faut utiliser tous les moyens. Et en planifiant pour essayer d'améliorer les choses. Climatiseurs, des filtres anti-UV, on peut trouver des solutions immédiates, mais ensuite il faudra trouver d'autres solutions que la climatisation intégrale. Christian Macarian puis Samantha. Entendre la ministre mettre sur le même plan des incendies de forêt et qui sont à 80% criminels en France, à 80% ou 70% criminels. Ce n'est pas uniquement l'effet de la chaleur. Entendre une ministre mettre en rapport ça avec la nécessité de se doter, de rénover les bâtiments ou de se doter... Si avec celle-là, Madame Rist disait qu'il n'y avait pas de problème, c'était sous contrôle il y a quelques jours. En 2026, c'est absolument consternant. Et en faire un point de vue, encore une fois, idéologique, c'est absolument pas répondre au degré de gravité du problème. Est-ce qu'on est d'accord, monsieur? Ah oui, tout à fait. Non, la gravité du problème, c'est que la planète est en train de se réchauffer. Alors, j'ai regardé des chiffres assez intéressants vont venir. En France, environ 5000 morts par an de chaleur, de froid, et tous les problèmes liés au froid, 30 000. Mais cela, on n'en parle pas. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de réchauffement climatique, parce qu'avec le réchauffement climatique, on aura des hivers encore plus froids si le Gulf Stream est atteint. Et le problème que je vois dans le débat public, c'est que c'est juste se lancer des accusations, de dire on n'a pas fait ça, on n'a pas fait ça. Parce que la France, en fait, c'est un pays qui n'est pas habitué à ces fortes chaleurs. Donc les bâtiments que nous avons, qui ont été construits il y a 30, 50, 100 ans, ne sont pas faits pour supporter les grosses chaleurs. Moi, j'ai vécu pendant 4 ans en Inde. Je peux vous dire que la chaleur qu'on a ici, c'est rien par rapport à Delhi au mois d'avril et mai. Par contre, les immeubles sont faits pour contenir, pour empêcher la chaleur de rentrer. Il faut avoir un changement radical pour repenser nos villes. Oui, mais alors... Et je suis entièrement d'accord avec vous, monsieur. Avant de faire ça, il faut mettre le pansement sur la plaie. C'est ça, c'est-à-dire l'urgence. Mais il faut mettre la clim. Et là, on met le garrot avant de réparer le vaisseau. Alors, attendez, on va y revenir, mais sur les faits, parlons aux spécialistes, posons les questions à vous, Julien Dumont. Donc, effectivement, est-ce que mettre des climatiseurs dans les hôpitaux, 30 000 climatiseurs pour les hôpitaux, c'est quoi ? C'est effectivement un pansement, comme dit Monsieur Prudhomme. Est-ce que c'est nécessaire ? Est-ce que ça vous satisfait ? Ça va vous faciliter le travail ? Ou est-ce que vous pensez que c'est une fausse bonne idée ? Alors, je pense que c'est une façon de traiter le problème, en tout cas dans l'urgence, puisque effectivement nous c'est ce qui va nous intéresser. On vient venir en complément des services publics. D'ailleurs, on va renforcer de manière assez conséquente les services publics par l'intermédiaire de gardes qu'on va faire chez les pompiers ou au SAMU pour traiter la problématique du flux d'appels qui arrive et de l'intervention. C'est-à-dire, vous venez en plus pour soutenir. En fait, nous, on va effectivement constituer des équipages qui vont venir dans les centres de secours des pompiers de Paris ou dans les SAMU d'Île-de-France pour prendre des gardes et donc remplacer le premier véhicule des pompiers pour intervenir chez les gens qui appellent le 18 ou le 15. D'accord. Et qu'est-ce que vous faites d'autre dans les circonstances actuelles ? Ça peut être des renforcements particuliers auprès des personnes vulnérables, en lien avec les collectivités territoriales, les CCAS, prendre des nouvelles de ces gens-là. On fait beaucoup avec la ville de Paris, mais distribuer des ventilateurs. Mais qui décide exactement de votre activité, de son intensification ? Les plans qui sont déjà déclenchés, évidemment. Les plans, on n'a que ce mot-là. C'est le préfet de police, ce sont des bénévoles. Ce sont des bénévoles. Vous êtes bénévoles, voilà, effectivement. On mobilise des bénévoles. Vous disiez qu'il fallait un plan. Voilà. Oui, mais ces plans que l'on a, c'est très bien d'avoir des plans. D'abord, ils sont pour une partie obsolètes. Et deuxièmement, quand on déclenche un plan, il faut qu'on ait le personnel derrière. Voyez ? Parce que là, on nous dit qu'on fait appel à la réserve sanitaire. Sauf que la réserve sanitaire, elle est très faible parce que aujourd'hui, pour faire fonctionner normalement les hôpitaux en période normale, on n'a pas assez de personnel, on n'a pas assez de médecins, on n'a pas assez d'infirmières, on n'a pas assez d'aides-soignantes parce que ces métiers ont été dévalorisés, qu'aujourd'hui, il y a une perte d'attractivité, ce sont des métiers essentiels et on ne recrute plus dans les écoles professionnels. Il faut savoir que entre la difficulté des métiers et puis Parcoursup qui est une catastrophe, aujourd'hui on a 20 à 25% des jeunes qui rentrent
dans les écoles d'infirmières qui abandonnent les études, qui ne vont pas jusqu'au bout. Voilà. Et on a 200 000 infirmières diplômées en âge de travailler qui ont abandonné le métier. Voilà, c'est ça le problème. Si on n'a pas les femmes et les hommes pour mettre en place les plans, eh bien, ça ne peut pas fonctionner. Voilà, on est dans cette situation-là. Pour vous rassurer, c'est pas comme en France, que la France, dans l'OCDE, est un des pays qui dépense le plus sur la santé, c'est le pays au monde qui dépense le plus sur les services sociaux. Et il y a visiblement sur la santé, on n'est pas celui qui dépense le plus. Sur la santé, on est parmi les plus élevés dans l'OCDE. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on est plus ou moins au même niveau que le Royaume-Uni. Au Royaume-Uni, c'est encore plus catastrophique. Mais ça, c'est une autre question. Je pense que le problème n'est pas un problème d'argent, c'est un problème d'organisation. Pour payer les infirmières, il faut de l'argent. Mais il faut de l'argent. Et pour mieux payer les infirmières, il faut un peu plus d'argent. Mais il faudrait payer un peu moins d'argent aux 10 ou 15 caisses maladies qui... Non, il faudrait peut-être supprimer les dépassements d'honoraires, supprimer les cliniques privées qui s'engraissent en ayant effectivement leurs sièges sociaux au Luxembourg. Peut-être que ça aussi, c'est des économies qu'on peut faire. Christian Macarian. Parce que c'est un peu facile ce type de discours. Christian Macarian. Notre vieille propension gauloise aux querelles, mais il faut toujours que ça se révèle dans des circonstances de tension, d'urgence, ou d'urgence. Essayons quand même de faire société. Si il y a bien quelque chose qui devrait nous unir et nous rapprocher plutôt que de nous diviser, c'est bien des circonstances comme ça. Je rappelle qu'en anglais, les catastrophes naturelles, ça s'appelle acts of God, c'est-à-dire. Ah oui. Oui. Ouais. Ça, vous faites bien de rappeler ça. Oui. Acts of God. Ça, c'est pas en France que ça s'appellerait comme ça. Dans les polices d'assurance. Mais c'est dingue. Mais c'est dire que donc c'est quelque chose qui s'impose à nous et qui nous frappe quelque part. Donc il faut quand même que cette société réponde à cela d'une manière ou d'une autre, autrement que par la querelle et par la polémique. Mais Julien Dumont, et c'est donc vous êtes bénévole, vous êtes accompagné de bénévoles, vous êtes donnez-nous quelques chiffres. Mais est-ce que vous êtes rendu compte d'un accroissement du besoin de bénévoles comme vous, puisque comme dit Christophe Prudhomme, il faut payer ceux qui travaillent. Alors ils ne sont pas payés parce qu'on n'en a pas les moyens, mais il y a des bénévoles comme ceux qui travaillent avec vous, Julien Dumont. Exactement, et effectivement, les crises successives montrent qu'on a besoin de plus en plus d'associations agréées de sécurité civile pour s'engager sur ces volets opérationnels. Il n'y a pas de problème de bénévolat, tout le monde vient ? Alors non, dans les associations agréées de sécurité civile, on doit passer des diplômes pour pouvoir être. Mais vous n'avez pas de problème de recrutement entre guillemets ? On a des gens qui veulent rejoindre nos rangs, on les forme, donc évidemment on est toujours à la recherche de plus de bénévoles pour pouvoir accroître nos activités, mais en tout cas on les accueille avec grand plaisir. Très bien, merci infiniment pour ces commentaires sur la canicule. Nous allons continuer sur l'international parce que nous avons reçu une information extrêmement intéressante il y a quelques instants à peine et nous voulions vous en faire part puisque l'armée américaine a frappé dans la zone du détroit d'Ormuz. C'est une information et on va écouter, pas tout de suite, ce qu'avait dit Donald Trump à propos du détroit d'Ormuz, mais lisons d'abord ce qu'il avait écrit et publié sur son réseau Truth Social un peu plus tôt dans l'après-midi. Et quand Donald Trump commence à s'exciter sur un sujet, ensuite il se passe des choses. Donc voilà, la République islamique d'Iran a tiré au moins 4 drones d'attaque sur des navires traversant le détroit d'Ormuz. L'un de ces drones a percuté de plein fouet le pont supérieur d'un cargo de grande valeur, très coûteux. Le navire a subi des dégâts, mais il a pu poursuivre sa route. Alors ça, c'était tout à l'heure. Et depuis, voici ce que Donald Trump a dit à propos du détroit d'Ormuz. Est-ce que vous considérez que le cessez-le-feu est toujours en place ? Je n'ai pas aimé qu'ils envoient un drone hier sur l'un de nos bateaux. En fait, ils en ont envoyé 4, mais on en a abattu 3. Un bateau qui coûte très cher. Il n'a pas été abattu, mais il est un petit peu abîmé. Ils ne doivent pas faire ça. Donc vous allez voir. Bon, quand Donald Trump dit donc vous allez voir, c'était, je vous le dis, il y a quelques heures à peine,
Et depuis, eh bien, il y a eu une ou plusieurs frappes américaines dans le détroit d'Ormuz, et nous en avons la preuve par un communiqué du CENTCOM, les forces du commandement central américain, qui reconnaît effectivement que les États-Unis ont mené des frappes contre l'Iran le 28 juin, c'est-à-dire aujourd'hui, en riposte musclée à l'attaque perpétrée la veille contre un navire marchand qui traversait le détroit d'Ormuz. Lucas. On est dans un jeu, j'allais dire, presque normal, dans des négociations qui vont être extrêmement longues. Et ça ne remet absolument pas en cause le processus de négociation. Donald Trump est virulent, mais les Iraniens le sont aussi. On est dans un jeu assez classique qui fait qu'on fait monter la pression dans des négociations dont on sait finalement assez peu de choses, mais on sait qu'elles sont extrêmement tendues et compliquées, notamment sur la question du nucléaire. Ces frappes de drones et ces répliques américaines vont se poursuivre, à mon avis, pendant toute la durée de ces négociations, du début des négociations entre les États-Unis et l'Iran. Ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas graves, ça veut dire qu'elles sont très importantes, mais ça veut dire que c'est une autre phase de cette guerre en attendant qu'il y ait un accord de paix. Cet accord de paix, il ne peut pas intervenir avant que les discussions soient rentrées dans le vif du sujet. Mais c'est une nouvelle escalade qui veut dire que chacune des parties est en train de négocier des points très compliqués de cet accord. Escalade, vous avez prononcé le mot, il s'agit d'une escalade, puisque quand il y a des frappes, effectivement, il y a eu escalade. Revenons un instant sur ce que mentionnait Donald Trump. Il faisait référence à cette attaque de l'Iran qui a eu lieu effectivement hier, puisque hier, près des côtes du sultanat d'Oman, eh bien, les gardiens de la Révolution, effectivement, ont attaqué un cargo battant pavillon singapourien dans le détroit d'Ormuz. Vous le voyez à l'image, le Ever Lovely, et l'attaque a endommagé la passerelle de ce cargo, mais n'a fait aucune victime. Elle a eu en revanche, Michel Goya, pour conséquence, avant ce qui se passe cet après-midi, la suspension du plan d'évacuation du détroit qui était en cours pour faire sortir tous ceux qui étaient piégés à l'intérieur, les 11 000 marins. Donc, finalement, tout est de nouveau bloqué. Et on a une escalade militaire, certes ponctuelle, vous allez nous dire, mais ça n'est pas comme s'il ne s'était rien passé. Non, effectivement, mais effectivement aussi, ça reste quand même un événement ponctuel. Le principe, c'est les navires qui passent. Vous avez deux grandes voies de navigation, une qui passe près des côtes iraniennes, qui est directement contrôlée par les gardiens de la Révolution, et puis une qui passe du côté des côtes omanaises. Donc on voit la carte. On a là les deux itinéraires, les Iraniens en bleu qui souhaitent que ça soit cet itinéraire-là, et le sultanat d'Oman qui veut qu'au contraire que ça passe en frôlant ses propres côtes, donc vers le sud. Donc les Iraniens régulièrement font une petite piqûre de rappel en disant non, vous devez passer par le bleu. Et accessoirement, peut-être qu'à un moment donné, on ne sait pas très bien ce qu'il en est, payer un petit tarif au passage. Et donc, vous tentez de passer par la route d'Oman, il faut s'attendre à être attaqué. Au passage, je vous précise un truc, il y a plein de navires, il y a des navires qui passent par la route d'Oman, qui est censée être minée. Au passage. Donc les mines, elles sont où là maintenant ? Elles ont un peu disparu de l'affaire. Et donc donc c'est des piqûres à rappel, et les Américains sont pas contents, disent écoutez non là vous violez le principe de la liberté de navigation. Nous Américains, on a levé notre blocus complètement, et donc à vous de le faire complètement aussi de votre côté. Et donc on a fait une petite piqûre de rappel en frappant un petit peu les Iraniens. Voilà, mais il y aura effectivement certainement d'autres incidents de ce genre, et peut-être même plus graves. Oui, Christian Macarian. Oui, je pense que ce sont des incidents qui seront récurrents. Il faut rappeler que les 14 points du protocole d'accord sont tout à fait clairs sur ce contexte du détroit d'Ormuz. Ce que l'Iran a fait est complètement contraire à ces protocoles d'accord. Et ça rend la réplique des Américains tout à fait légitime, puisqu'ils ont violé cet accord. Il faut bien comprendre qu'à l'intérieur du régime iranien, la question du détroit d'Ormuz est tout à fait cruciale. Tout à fait cruciale. Parce qu'elle est l'acquis que l'Iran n'avait pas avant. Sur le reste, le nucléaire, on peut discuter. D'ailleurs, les discussions sont en cours. Sur le Liban, les discussions sont en cours. On va en parler peut-être tout à l'heure. Mais sur Hormuz, c'est vraiment quelque chose dont l'Iran ne disposait pas avant l'attaque du mois de février dernier. Donc, pour les Iraniens, c'est très important. Deuxièmement, c'est un point consensuel
le détroit d'Ormuz et la détention du détroit d'Ormuz au sens financier, c'est-à-dire le péage instauré sur le détroit d'Ormuz, c'est un point consensuel entre les, non pas modérés, parce qu'il n'y en a pas, mais ceux qui sont propices au dialogue, par exemple, ceux qui sont contre. Ali Baf, le président du Parlement, le président Pezeshkian qui a signé les protocoles, ou Ararchi, le ministre des Affaires étrangères. Ces trois personnages-là sont dans un courant qui est le courant de la négociation. Ces gens-là ne veulent pas lâcher Ormuz. Et de l'autre côté, les gardiens de la révolution sont strictement sur le même point de vue. Ormuz, c'est quelque chose qu'ils n'abandonneront jamais. Donc, les dialoguistes et les intransigeants sont tout à fait d'accord sur ce point. Donc ça va être très difficile à dénouer parce que dans l'esprit des Iraniens, Ormuz, c'est à eux désormais. Alors, militairement parlant, Stéphane Goldin, on a dans le détail, donc les Américains, ils ont frappé sur disent-ils, sur les stockages, les lieux de stockage de missiles et de drones iraniens et également sur des radars côtiers. Est-ce que ça vous paraît les endroits où que signifient ces frappes en ces endroits-là? Écoutez, ce sont des radars côtiers, donc ils vérifient évidemment ça permet de vérifier évidemment tous les mouvements qui peuvent se passer autour du détroit d'Ormuz. Ce qui est regrettable, c'est qu'on ait frappé ces missiles, ces bases de missiles et ces sites de radars côtiers que maintenant. Il aurait préférable quand on a commencé à discuter et pour parler sur le détroit d'Ormuz et qu'il y a eu justement cette montée en pression sur la question du détroit d'Ormuz, parce que les Iraniens ont très bien joué le jeu sur la question du détroit d'Ormuz, c'est devenu pratiquement leur bombe atomique dans ce conflit. C'est à ce moment-là où il fallait frapper ces radars côtiers qui existaient déjà. Et donc, il y a des frappes qui va permettre d'ailleurs aux Américains de pouvoir continuer leurs manœuvres militaires sur le détroit d'Ormuz pour libérer le détroit d'Ormuz, pour justement qu'il y ait et qu'on puisse arriver à une navigation libre dans ce détroit d'Ormuz. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Comme ça a été rappelé, il y a ces deux routes, avec une volonté les deux itinéraires de vouloir mettre un péage. Alors c'est intéressant parce que ces frappes, donc cette escalade, alors que nous sommes encore en pleine négociation, visiblement l'escalade fait partie du jeu de la négociation, arrive alors que justement pour prévenir les incidents qui pourraient déclencher une escalade militaire, eh bien une ligne de communication, je dis bien une ligne de communication directe, a été établie entre l'Iran et les États-Unis. Et le sultanat d'Oman indique depuis hier qu'il est impossible, même eux le disent, de revenir au statu quo d'avant-guerre concernant le détroit d'Ormuz, Alexandre Melnik. Donc en fait, là on est en train de vivre une escalade, puisque militairement les Américains ont frappé, après que la République islamique n'a pas finalement fait grand-chose. Elle a attaqué un cargo. Il y a eu, je rappelle, juste une passerelle de ce cargo qui a été endommagée. Et le cargo a été frappé, puis il a continué sa route. Donc, ça veut quand même dire que les Américains veulent montrer, par cette escalade militaire, que ce sont eux, c'est leur version à eux, qui gagne. C'est-à-dire le fait que, croit-il, le détroit reste libre. Oui, évidemment, ça fait partie du narratif de la guerre, de toutes les guerres finalement. Chacun veut imposer ses vues, y compris d'ailleurs par des manœuvres propagandistes qui ne sont pas très claires. Mais ce que je voudrais dire quand même, sur le fond, qu'aucun problème n'a jamais été réglé dans ce conflit. Donc il ne faut pas s'étonner qu'aujourd'hui nous soyons dans cette situation ni guerre ni paix, c'est-à-dire le doigt sur la gâchette. Le doigt sur la gâchette, cette situation va continuer, va se poursuivre pendant des mois et des mois, tout simplement parce que aucun problème, je répète, n'a été réglé avec cette espèce de deal qui était bricolé à la hâte par les États-Unis, par Donald Trump, pour essayer de sortir de ce bourbier dans lequel il s'est enfoncé lui-même. Samantha. Je crois que la question qu'il faut qu'on se pose, c'est qu'est-ce qui va se passer si le détroit d'Ormuz ne revient pas à ce qu'il était avant, ce qui est visiblement le cas. Là, on a ça n'a pas l'air de prendre le chemin, qu'il devienne comme avant. Je pense que ça, c'est fini. De prendre le chemin. Donc,
La conséquence va être quoi ? Eh bien, que les prix du pétrole que tout le monde est en train de célébrer, qui sont redescendus, eh bien, ils vont remonter parce que les assureurs ne vont pas accepter une situation dans le détroit d'Ormuz où si un navire prend pas le chemin que dictent les Iraniens, eh bien, il va se faire buter par un drone. Et donc, la deuxième chose à dire, c'est que tant que le régime à Téhéran sera en place, le détroit d'Ormuz ne sera pas libre de navigation. Je crois qu'on peut tous être d'accord là-dessus autour de ce plateau. Alors effectivement, le détroit d'Ormuz, c'est le théâtre principal de la guerre entre les États-Unis et l'Iran. Il est aujourd'hui un enjeu crucial, économique. Mais si cette guerre, on peut se poser la question, si cette guerre n'était pas qu'une énorme question d'argent, parce que justement, en estimant à 40 milliards de dollars les retombées économiques de la réouverture du détroit d'Ormuz, bien la République islamique s'ouvre une voie directe vers la prospérité. Alors, c'est pas un péage, c'est une taxe pour des services de sécurité, de protection de l'environnement, parce que c'est comme ça que ça s'appelle maintenant. Hein. Service de navigation. Lucas Manget. Oui, taxe pour services de sécurité et de protection de l'environnement. Et ça rapporterait donc à Téhéran des liquidités et le contrôle qu'ils ne possédaient pas avant la guerre. Les Iraniens se basent assez historiquement sur les accords de Montreux qui ont accordé ce droit de service à la Turquie pour le Bosphore, les Dardanelles à l'époque. Sauf que la grosse différence, quand même, c'est que la Turquie... Ça, c'était dans les années 30, hein, 36, ça date des années 30. En 1936. Voilà, en 1936, regardons la carte, le détroit des Dardanelles, qui est long. Il est intégralement sur le territoire turc. Et voyons Istanbul. Donc, oui. Voilà. Non, mais c'est la grosse... C'est la Turquie des deux côtés. Voilà, effectivement. C'est la Turquie des deux côtés. Donc, d'une certaine manière, la Turquie, qui d'ailleurs gère ce détroit de manière extrêmement efficace depuis 1936, faut Enfin bon, il y a une taxe, hein. La Turquie, ça lui rapporte de l'argent. La taxe est appelée franc or. Oui, c'est le nom de la taxe. Oui, c'est pour passer depuis ou vers la mer Égée. Mais la grosse différence, vous venez de le souligner, c'est qu'elle est des deux côtés des deux rives, j'allais dire. Ce qui n'est pas le cas de l'Iran. Et donc l'Iran s'arroge, grâce à ce conflit avec les Américains, s'arroge un droit de service et donc un droit de péage. Grâce aux actions militaires de Donald Trump. Et d'une certaine manière, le pays qui est en face, qui est Oman, pourrait du coup revendiquer la même chose. Oui, justement, ils sont en train d'essayer de les entraîner. Pour revenir un instant sur les Dardanelles, Christian Macarian, justement, la Turquie, qui contrôle le détroit des Dardanelles, elle a le droit d'interdire le passage des navires de guerre. Elle l'a fait. Dans tout conflit auquel elle ne participe pas. Oui. Et c'est ce qu'elle a fait depuis le début de la guerre avec la Russie. Les Français aussi, qui l'a demandé de sortir de la mer de Marmara immédiatement. Et les navires français qui étaient là au moment de l'invasion de l'Ukraine par la Russie ont tempéré immédiatement et sont sortis dans le cadre de ces accords du détroit des Dardanelles. Oui, tout à fait. Oui. Mais la Russie, qui voulait manœuvrer entre le port de Latakia et Sébastopol, n'a pas pu le faire parce que la Turquie s'y est opposée. Alors, le cas de Hormuz est très différent. Il est plus... Parce que les Iraniens disent, je vous coupe, pardon un instant, ils disent effectivement, ils disent pas tout à fait la même chose, mais ils disent nous nous inspirons du détroit des Dardanelles, donc nous ne sommes pas les seuls à potentiellement récupérer une taxe. Et c'est un raisonnement complètement fallacieux. Pourquoi ? Parce qu'il y a 3 strates dans le détroit d'Hormuz. Dans les Dardanelles, vous avez Turquie et Turquie sur les deux faces, et pas d'eau internationale au milieu. Donc, c'est une convention pour justement rendre la circulation internationale fluide, en échange d'un service versé à la Turquie. Dans le cas d'Hormuz, on est tout à fait dans autre chose. Il y a des eaux iraniennes, puis au sud des eaux omaniennes, et au milieu des eaux internationales. Or, tout cela est régi par la Convention de Montego Bay, accrochez-vous, de 1982, dont l'Iran n'est pas signataire, dont Oman n'est pas signataire, dont les États-Unis d'Amérique ne sont pas signataires. C'est la raison pour laquelle tout le monde se fiche éperdument de cette régulation dans le détroit, pardon. On est dans un cas, entre guillemets, à inventer. Oui. Il faut donc trouver un arrangement. Et dans le cas à inventer, puisque c'est à inventer, eh bien les Iraniens inventent. Oui, enfin ils inventent parce que les Américains leur ont donné la possibilité avec cette guerre. Oui, c'est sûr. Mais ils inventent. Dans les 14 points, c'est abordé clairement, et à un moment il est abordé la question des différents États, c'est précisé, parce qu'il n'y a pas que Oman et l'Iran, il y a aussi les Émirats qui doivent s'occuper de cette question-là. Et pour finir, d'après l'économiste du pétrole éminent, qui est souvent invité sur ce plateau, qui est Philippe Chalmin,
fait référence, la taxe serait environ de $1 le baril, ce qui n'est pas colossal, mais ce qui suffirait à constituer une manne budgétaire énorme, considérable pour l'Iran. Oui, bien sûr. Et comme l'Iran est ravagé et détruit, il a besoin d'argent, il l'a prouvé à plusieurs reprises. Et là, on parle encore, quand on parle d'argent, on retombe sur l'administration Trump et ces magouilles financières extrêmement bizarres, par exemple celle qui consistait à vendre... à n'ouvrir des lignes de crédit à l'Iran que s'il achète du maïs ou du soja, des tourteaux de soja américains, dont l'Iran n'est pas consommatrice. N'est pas consommateur. Oui, c'est ça. Si l'Iran était un grand pays d'élevage, on s'en serait rendu compte. Donc... Alors justement, essayons de comprendre ce qui se passe dans la tête de Donald Trump. Enfin bon, j'exagère parce que ça c'est pas faisable de comprendre ce qui se passe dans la tête de Donald Trump. Mais on va rejoindre Hélène Bonnet à Washington. Vous êtes à la Maison Blanche, devant la Maison Blanche. Merci d'être avec nous ce soir, Hélène. Comment expliquer ce revirement entre guillemets de Donald Trump? D'abord ce tweet qui avait l'air de montrer finalement ce que Trump allait faire plus tard, puis ces frappes donc américaines dans le détroit d'Ormuz sur des radars iraniens, sur des stocks de missiles iraniens. Alors c'est vrai que depuis plus de 24 heures, il n'y avait pas de réaction du côté de Donald Trump, pas de réaction du côté de la Maison-Blanche à ce qui s'est passé hier, c'est-à-dire ce tir iranien contre un navire commercial. Et donc c'était un petit peu surprenant. Même les médias ici relevaient que Donald Trump n'avait pas réagi. Il faut dire qu'il est très occupé par les questions de politique intérieure. Il se concentre sur l'immigration, sur les élections. Et il avait très peu réagi à l'actualité internationale. Et puis on a bien vu que cet après-midi, il a eu un briefing de sécurité avec ses équipes, donc sans doute qu'il a été question de l'Iran. Il a été interrogé aussi par une journaliste qui lui disait qu'il avait posté un message en expliquant que l'Iran avait attaqué avec 4 drones, et dont un de ces drones qui avait visé un navire commercial, que c'était une rupture, une violation du cessez-le-feu. Et cette journaliste lui demandait: mais qu'allez-vous faire? Donald Trump avait répondu assez mystérieusement il y a à peu près 1 heure: eh bien vous verrez bien. Et depuis, on a eu effectivement cette annonce du commandement central américain qui explique qu'une frappe a été conduite, des frappes ont été conduites en Iran sur des sites de missiles, de drones, des radars qui sont installés le long de la côte. Et donc le CENTCOM explique que c'est une réponse à cette attaque iranienne hier qui a, selon les Américains, violé le cessez-le-feu et mis en péril la navigation dans le détroit. Est-ce que ça signifie qu'on assiste à une nouvelle escalade? Ce n'est pas sûr. On sent bien, comme je vous le disais, que Donald Trump tient à ces négociations qui sont en cours et n'a pas forcément envie de retourner vers l'escalade. Merci Hélène Bonnet, merci d'être en direct avec nous de Washington. Pour celles et ceux qui nous rejoignent à l'instant, nous sommes en train de commenter les nouvelles informations en provenance du détroit d'Ormuz, puisque les États-Unis d'Amérique ont frappé, ça n'est pas aurait frappé, c'est un fait, ils ont frappé, c'est le CENTCOM qui l'a publié tout à l'heure, des frappes suite au ciblage hier par la République islamique d'Iran d'un cargo qui essayait de traverser le détroit. Et au moment où nous nous parlons, ces frappes sont encore en cours. C'est Jennifer Griffin, une correspondante de la télévision Fox News, qui l'affirme. Elle affirme qu'un haut responsable américain lui a indiqué que ces frappes, donc au pluriel, contre des cibles iraniennes étaient toujours en cours, Michel Goya. Oui. Ça fait donc quand même un certain nombre d'heures. Les frappes américaines sont donc aux côtés du détroit, sur les côtés du détroit, donc la rive évidemment nord du détroit, la rive de la République islamique d'Iran, sur des stocks de missiles, de drones, et également des radars. Mais ils ont déjà frappé sur ces endroits-là. Oui. Ils refrappent. C'est ce principe d'un tir de riposte. Il faut que c'est un lien avec l'attaque. Donc, ils tapent sur l'origine un petit peu du tir. Donc, c'est toujours dans la même zone, c'est toujours les mêmes types de cibles. Il faut que ce soit proportionné un peu à l'attaque. On en rajoute une petite couche quand même, c'est un peu plus fort, mais on va pas quand même trop loin. Et normalement, ça doit se faire, ce genre de choses, ça doit se faire dans la foulée de l'attaque, riposte. Bon, là, ça vient effectivement le lendemain. Il y a un petit décalage. C'est ce qui oblige d'ailleurs le CENTCOM à préciser pourquoi ils font ça et le relier à l'attaque d'hier. Mais je rappelle qu'il y a eu aussi d'autres tirs également aujourd'hui sur un certain nombre de navires de la part des Iraniens. Donc voilà, donc c'était un tir de riposte calibré et qui est un signal
aussi, aux Iraniens, en disant écoutez, vous recommencez, on refera la même chose, tant que vous respectez pas le principe de la liberté complète de naviguer. En fait, Stéphane Goldin, on pouvait s'y attendre, si je comprends bien, militairement parlant, à ce tir de riposte, c'est-à-dire que les Iraniens ayant ciblé ce navire, les Américains ne pouvaient pas ne pas riposter, c'est ça ? Exactement. Dans le fond, on parle de revirement de la position de Donald Trump. Non, il n'y a pas de revirement. Il a toujours dit que si cet accord était violé, ou en tout cas était touché, il y aurait une riposte américaine. Alors c'est vrai que depuis quelques semaines, on entendait énormément ce discours et on n'en voyait pas concrètement le faiseux. Et là, concrètement, il fait ce qu'il a dit. Le faiseux. Oui, il y a le diseux et le faiseux. Ouh là là, je n'aime pas ces mots là. Ce sont des mots. Vous écorchez mon oreille là. On voulait dire que non, mais je comprends ce que vous voulez dire. C'est-à-dire que on voyait pas concrètement ce qu'il voulait dire. Là, on en a l'illustration concrète. On en a l'illustration concrète, et donc il y a ce n'est pas un revirement de Donald Trump. Et il fallait à tout prix, à un moment donné, frapper des Iraniens pour leur dire là vous dépassez la ligne rouge. Maintenant, ce qui est incompréhensible dans cette affaire, et c'est ça qui pose problème. Comment il se fait qu'on ne puisse pas... Oman, dans le fond, est un pays avec toute sa légitimité, qui a des eaux territoriales et qui pourrait très bien avoir son propre tracé pour ses propres bateaux. En quoi l'Iran devrait intervenir sur le territoire omanais pour leur interdire de passer par... et non pas passer par leur deux passages. Et c'est là où est le problème. C'est là où on voit que l'Iran, dans cette affaire, essaye d'imposer sa volonté, parce qu'ils savent très bien que les Américains, dans cette affaire, veulent à tout prix arriver à cet accord. Oui, Christian Bakarian, effectivement, en entraînant le sultanat d'Oman, la République islamique d'Iran essaye de devenir une puissance régionale. Pendant ce conflit, on a vu l'Iran faire des choses incroyables qu'il n'avait pas fait auparavant, et dont je ne suis pas sûr, d'après un avis américain très autorisé, qu'il l'aurait fait sous l'autorité de l'ayatollah Ali Khamenei, qui a été donc tué. Ah oui. Parce que lui s'opposait, Ali Khamenei, le père, s'opposait à ce que l'Iran tire sur le Qatar ou tire sur Oman. Or, l'Iran a tiré sur Oman, qui est un pays copain, et sur le Qatar, qui est un pays partenaire. Donc l'Iran n'a pas hésité. En tout cas, les Pasdaran n'ont pas, les gardiens... Donc pour vous, Christian Bakarian, depuis la mort de Khamenei, il y a donc une radicalisation encore de la part de ces nouveaux dirigeants. Il y a une partie de l'appareil de pouvoir iranien qui fonctionne sans contrôle et sans état d'âme. Sans état d'âme et sans frein institutionnel du tout. Et le fait que Mojtaba Khamenei, le fils, soit, s'il est encore vivant, soit absolument inapte à exercer le pouvoir, favorise évidemment ces gardiens de la révolution dans ce type d'initiative et d'offensive. Et il faut bien voir que dans l'échiquier politique intérieur iranien, ça leur permet parfois, ce type d'attaque dont on vient de parler, de reprendre le dessus. Oui. Il faut... Alors, autre information qui nous parvient, justement, c'est la télévision d'État iranienne qui communique 3 explosions ont été entendues il y a quelques instants sur le port de Taher Avi. Taher Avi est une ville dans la ville de Sirik, au sud du pays. Donc on est toujours dans la même zone, Lucas Manget. Oui, on est dans la même zone et ça doit être extrêmement compliqué à la Maison-Blanche ce soir, parce que, enfin cet après-midi pour eux, parce que Donald Trump veut à tout prix classer le dossier iranien et passer à autre chose, et notamment aux célébrations du 250e anniversaire de l'indépendance américaine, aux élections de mi-mandat qui sont très importantes pour lui et pour lesquelles ses troupes ne sont pas en position de force. Et la réalité le rappelle à lui, c'est-à-dire que de l'autre côté, il ne peut pas non plus passer pour un faible, et il sait très bien que les Iraniens savent exploiter ça parfaitement, et savent que Donald Trump est coincé par sa politique intérieure, et donc très probablement, même s'il faut jamais insulter l'avenir, n'a pas l'intention de recommencer un conflit à grande échelle. D'ailleurs, les avions ravitailleurs américains qui étaient stationnés depuis une centaine de jours sur l'aéroport de Ben Gurion ont redécollé ces derniers jours pour rentrer aux États-Unis, parce que l'ordre a été donné de ne plus utiliser ces avions ravitailleurs qui servaient à la fois aux avions américains et aux avions israéliens. Et oui, des gros porteurs ravitailleurs. Mais Donald Trump n'a pas l'intention de rentrer dans une nouvelle phase de conflit. Et donc les Iraniens exploitent ça à merveille. Et donc ces explosions qui sont entendues ce soir permettent aux Iraniens de maintenir le conflit à un niveau
suffisant pour peser sur les négociations, mais en faisant... Ouais, c'est difficile à comprendre tout ça quand même. Non, heureusement que vous êtes là pour nous expliquer, mais bon. Non, mais ce qui est inquiétant, c'est le langage utilisé par les Iraniens. Là, je regarde l'agence Tasnim, qui est l'agence d'État iranienne, une des agences, qui disent que là, les droits d'explosion qui viennent d'avoir lieu sont une violation du cessez-le-feu et du mémorandum. Oui. Donc là, le langage augmente. Je pense que ça fait partie du jeu qu'on voit de ces espèces d'escarmouches. Mais les Iraniens ont le contrôle du détroit d'Ormuz. Ce sont les Iraniens qui contrôlent la façon dont les pourparlers vont avancer. Et avec les informations de Lucas sur les Américains... Tout le monde a le temps pour parler. Oui, Samantha. Non, mais on est en train d'assister en live à une vraie défaite stratégique des États-Unis. Le langage iranien est très simple. Ils disent aux Américains, qu'est-ce que vous préférez, déchirer le mémorandum ou lâcher le détroit d'Ormuz? C'est ça que et ce langage, c'est un langage militaire. Et déchirer le protocole d'accord pour Trump, c'est catastrophique. Oui, mais donc pour obtenir un résultat diplomatique, il faut passer par une action militaire. Alexandre Melnik, est-ce que Donald Trump aurait agi militairement comme il l'a fait il y a quelques heures? Ces informations que nous sommes en train de vous donner au moment où elles nous parviennent sur LCI, d'une escalade militaire dans le détroit d'Ormuz, si les Iraniens n'avaient pas fait ce qu'ils avaient fait hier dans le détroit, c'est-à-dire cibler un bateau qui essayait de passer. Il a attendu la moindre possibilité, le moindre interstice pour s'y jeter, Donald Trump. Le mot interstice, Anne, que vous avez employé, parce que je crois que l'Iran, qui sort globalement quand même, je ne dirais pas vainqueur, mais renforcé de cet imbroglio qui s'est formé ces derniers temps autour du détroit d'Ormuz et de façon générale de ce conflit, aujourd'hui s'introduit dans les interstices de la faiblesse américaine. Et cette faiblesse américaine, c'est justement absence de plan de Donald Trump dès le début. C'est-à-dire aujourd'hui, les États-Unis payent, si vous voulez, le prix de cette absence de visibilité, de vision initiale de cette aventure dans laquelle Donald Trump a engagé le pays pour des raisons qui lui sont propres et qui n'ont jamais été expliquées clairement. Donc aujourd'hui, on constate que, je répète, aucun problème n'est réglé, que ce conflit va continuer toujours tant que ces conflits, les raisons ne sont pas réglées, et ça prouve une extrême fragilité de la situation de Donald Trump à l'intérieur justement de son propre pays, qui s'approche tous les jours davantage aux élections cruciales. Oui. Michel Goya. Ce qu'il faut surtout noter, c'est le délai qu'il a fallu pour réagir. Vous dites, il a pris très long. Dans les incidents précédents, la riposte américaine, parce que ça va être le 3e ou 4e incident de ce genre. Ah oui, là, vous voulez dire, c'était hier, il a réagi aujourd'hui. Aujourd'hui, ce qui montre une hésitation. C'est-à-dire qu'il y a eu un moment, on a demandé au chef, qu'est-ce qu'on fait? Et que le chef, il y a eu un aller-retour. Il a hésité. Ce qui montre bien qu'il est dans l'embarras. Oui. Stéphane Goldin. Oui, la réaction a été un petit peu longue, à mon avis aussi, mais ma réflexion, elle va au-delà. Est-ce que, dans le fond, on n'est pas aussi lié à un autre sujet qu'on va traiter tout à l'heure, qui est la question libanaise? On sait très bien qu'il y a eu la signature d'un accord entre Israël et le Liban ce soir, avec une opposition du Hezbollah, donc le bras armé de l'Iran. Et donc, en attaquant ce bateau et en attendant la riposte américaine, est-ce que, dans le fond, ce n'est pas pour mettre à bas aussi l'accord qui pourrait avoir lieu entre les Libanais et Israël et pour maintenir le Hezbollah? On est sur quelque chose de beaucoup plus large, qui ne touche pas simplement la question iranienne. Tout ça, on va en parler plus largement tout à l'heure, parce que pour celles et ceux qui nous rejoignent, effectivement, nous sommes en train de commenter l'information du soir. Elle est importante, c'est celle-ci. L'armée américaine a frappé dans le détroit d'Ormuz, non loin de la zone du détroit d'Ormuz, sur des radars de la République islamique d'Iran, donc des radars côtiers, sur des stocks de missiles et de drones iraniens, et l'Amérique, les États-Unis d'Amérique, l'armée américaine est encore en train de frapper au moment où nous parlons, et tout cela c'est suite à un poste de Donald Trump qui, je dirais presque, a prévenu ces frappes. Il n'a pas prévenu dans son précédent
poste. Il n'a pas dit qu'il allait frapper, mais il a évoqué ce qui s'était passé, donc l'incident d'hier, c'est-à-dire le fait que la République islamique d'Iran a ciblé un navire qui quittait le détroit d'Ormuz, et donc pour Donald Trump, cela constitue une violation du cessez-le-feu, du mémorandum qui a été signé il y a une semaine, donc une escalade. Donc cette escalade militaire, elle est en cours et nous allons y revenir dans de plus amples détails tout à l'heure. Mais passons à une autre guerre, la guerre entre la Fédération de Russie et l'Ukraine, puisque cette nuit, au 1583e jour de guerre entre la Russie et l'Ukraine, l'armée ukrainienne a lancé la plus grande attaque nocturne contre la Russie depuis le début de cette invasion, le 24 février. Il s'agit de 660 drones. Ça, c'est le chiffre de drones qui ont été interceptés par la défense antiaérienne russe. Donc on ne sait pas exactement combien, évidemment, la République, là je m'y perds, combien les Ukrainiens en ont lancé. Lucas Manget, de toute façon, c'est un chiffre qui est très impressionnant puisqu'il ne cesse de grimper dans les dernières semaines. Oui, même s'il faut se méfier des chiffres toujours, parce que les chiffres, les Ukrainiens communiquent pas sur le nombre de drones qu'ils ont lancés. Ce qui est impressionnant, c'est l'ampleur et on va dire la différence par rapport à ce qui se faisait il y a encore quelques semaines. Et c'est le fait que Kiev a la capacité aujourd'hui, les Ukrainiens ont la capacité aujourd'hui de lancer des attaques massives dans plusieurs endroits en parallèle et donc de déstabiliser au point que on dit, je ne sais pas s'il y a eu la confirmation complète de cette information, mais que les Russes sont en train de bouger des batteries aériennes des lignes de front pour les rapprocher de Moscou. Sur Moscou, si, bien sûr. Moscou Justement, on va y venir. Voilà, pour mieux protéger Moscou. Ce qui dénote en fait la réaction de la Russie montre l'ampleur de ce que sont en train de faire les Ukrainiens, c'est-à-dire déstabiliser jusqu'au Kremlin, et puis surtout essayer d'embarquer d'une certaine manière la population russe dans cette guerre, elle que le pouvoir russe essaie de maintenir à large distance du conflit, et là de leur faire comprendre que cette guerre les concerne aussi, et que donc le conflit est un conflit entre la Russie et l'Ukraine, et pas entre Poutine et Volodymyr Zelensky. Xavier Titelman, bonsoir. Vous êtes ancien aviateur militaire, spécialiste aéronautique et défense. Vous êtes avec nous en duplex. Merci Xavier d'être avec nous. Est-ce que vous êtes étonné par ce chiffre, qui n'est d'ailleurs pas le chiffre des drones qui ont été lancés par les Ukrainiens, mais il y a eu 2 cibles essentielles cette nuit, au sud de Moscou, la région de Toula, et puis Moscou, la capitale elle-même. Donc l'Ukraine attaque le territoire russe avec un nombre croissant de drones. Le but, bien évidemment, c'est surcharger les systèmes de défense aérienne russes. Est-ce qu'ils y réussissent ? C'est une question de saturation. Le fait est que les résultats que les Ukrainiens obtiennent jour après jour montrent que ce travail de longue haleine de construire une capacité de frappe dans la profondeur russe, aujourd'hui, est un succès. Par exemple, la société Firepoint, que je connais bien, eux seuls produisent déjà 250 drones à plus de 1000 km de distance par jour, et ce n'est qu'une des 5 sociétés qui en produit. Donc aujourd'hui, le fait d'avoir une moyenne depuis quasiment un mois dans lequel les Ukrainiens en moyenne tirent 450 drones par jour, je pense que c'est simplement la trajectoire linéaire qu'on observe depuis le mois de février. Depuis le mois de février, ils tirent davantage de drones que ce que les Russes produisent. Donc, il y a plus de drones ukrainiens que de Shahed maintenant depuis un mois. Et en plus, ils ont un taux de coup au but qui est quasiment de 30%, ce qui est très élevé, et qui est plus de 70% sur la Crimée, dans lequel la défense aérienne a déjà été largement impactée. Et effectivement, plus ce temps passera, plus la Russie souffrira et plus elle aura des pertes. Et je rappelle que c'est quotidiennement, la Russie perd des infrastructures critiques qui mettent des mois, des années à être reconstruites. Oui, merci Xavier. Bien évidemment, vous restez avec nous et je vous reposerai des questions. Vous pouvez évidemment vous-même nous dire quand vous avez envie d'intervenir. Les Ukrainiens, on le sait, insistent sur les raffineries en Russie. Alors ils en touchent de nombreuses et surtout à de nombreuses reprises. Il y a eu cette nuit une attaque de drones ukrainiens, enfin avant-hier, sur la 4e plus grande raffinerie de pétrole de Russie, donc celle de Lukoil. La raffinerie Nord 6, ça c'est dans le nord, c'est vers Nijni Novgorod, qui a arrêté
ces opérations. Mais Samantha de Bendern, il y en a une autre qui est du côté de Moscou, celle de Kapotnia, qui est donc, elle, gérée par Gazprom. Je le dis parce que c'est important. Il y a Lukoil d'un côté et Gazprom de l'autre, qui sont des grands producteurs de gaz et de pétrole russe. Eh bien, celle de Moscou, elle a été complètement arrêtée aussi. Il est peu probable qu'elle reprenne son fonctionnement d'ici la fin de l'année. Donc là, je dois dire que ça commence à faire beaucoup, à marquer, quand on arrête, non pas temporairement, mais presque définitivement, ou en tout cas pour 6 mois, des grosses raffineries, c'est qu'on souffre. C'est qu'on souffre. La Russie veut importer du pétrole raffiné indien. Elle en importe du Bélarus. Les Kazakhs ont dit très clairement qu'ils n'ont pas reçu de demande de la part de la Russie, ce qui semble peu probable, mais ce qui semble plus probable, c'est que les Kazakhs ont décidé de ne pas leur en fournir. Et le front n'en souffre pas, parce que le front sera approvisionné jusqu'au dernier moment. Par contre, la population russe souffre. Il y a des pénuries de benzine un petit peu partout. La région d'Irkoutsk, en Sibérie, par exemple, c'est impossible de faire le plein de sa voiture. Dans d'autres régions, il y a du rationnement. Les Russes commencent vraiment à souffrir. Lukoil, j'ai souri quand j'ai vu ça, parce que c'est quand même une des sociétés que Donald Trump avait désanctionnées il y a quelques mois. Oui. C'est pour ça que je le souligne, Lukoil. Voilà. Donc, les Ukrainiens ont un objectif très clair ici, c'est d'empêcher les Russes de faire la guerre. En s'attaquant en raffinerie de pétrole, en empêchant les Russes de s'approvisionner en pétrole. À un moment donné, si ça continue à ce rythme-là, ça va impacter le front. Et donc, s'ils ne peuvent pas repousser les Russes militairement de façon, on va dire, satisfaisante sur le front, donc dans le Donbass et dans le sud de l'Ukraine, ils peuvent empêcher les Russes d'avancer et de faire la guerre s'ils n'ont plus de pétrole en approvisionnement. Juste un petit mot intéressant sur les drones, sur le fait que les Russes ont visiblement aujourd'hui moins de drones que les Ukrainiens, ce qui est quand même étonnant parce que la Russie en produit. La Russie a commencé à produire des drones Shahed sous le nom de drones Geran en Russie. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il y a quand même eu la guerre du Golfe, la guerre en Iran. Et donc, on a déjà trouvé des restes de drones russes, même à Dubaï, qui avaient été lancés par les Iraniens. Les Iraniens ont importé visiblement des drones russes. D'ailleurs, il y a même eu des cargaisons qui ont été interceptées en passant par le Tadjikistan et en passant par la mer Caspienne. La Russie a voulu sans doute un peu soutenir son allié iranien. Et aujourd'hui, le bilan des courses, c'est quoi? C'est que elle ne produit plus assez de drones par rapport aux Ukrainiens. Quand il n'y a plus assez d'essence, ça impacte aussi toute la production industrielle. Et donc la tactique des Ukrainiens, je dirais presque la stratégie aujourd'hui des Ukrainiens, d'empêcher les Russes de faire la guerre en attaquant dans la profondeur opérationnelle. Alors, concrètement, c'est la profondeur stratégique. Voilà, il y a tactique, opérative, stratégique. La profondeur stratégique. Mais alors, demandons son avis et son expertise à Xavier Titelman, justement sur ces drones, parce que c'est impressionnant. Pour frapper en profondeur, justement, le territoire russe, Xavier, les Ukrainiens, on le sait, utilisent de plus en plus de drones de moyenne portée, qui permettent d'éliminer les défenses antiaériennes. Mais justement, expliquez-nous comment ces drones fonctionnent côté ukrainien concrètement. C'est-à-dire qu'un drone, si je comprends bien, il a besoin d'espace pour prendre son envol au tout départ. Donc, il doit être acheminé en bordure de clairière. Bon, on le sait que là, c'est le printemps, c'est l'été. Le fait que la végétation, qu'il y ait beaucoup de végétation, ça réduit côté ukrainien le risque d'être repéré. Bon, pareil côté russe. Mais donc, expliquez-nous comment ça se passe, puisqu'ils doivent quand même l'apporter comme ça au moment où c'est en bordure de clairière et le placer sur une catapulte, ce drone. Alors ça, c'est la plupart des drones, en réalité, ils décollent depuis des pistes ou depuis des aéroports ou depuis des autoroutes. Et vous avez comme ça des convois dans lesquels vous avez un drone, par exemple un FP1 ou un Lyuti, et derrière vous avez une voiture avec le pilote qui est dedans. Et quand vous lancez 40 drones, vous avez comme ça 40 voitures avec 40 drones l'un derrière l'autre, et ils vont les faire décoller un par un, ils vont le faire décoller, et ensuite il va partir. C'est pour ça que ces opérations sont particulièrement dangereuses, qu'elles se font repérer et que c'est très risqué même pour les Ukrainiens de lancer ces drones. Et ce qu'ils ont commencé à développer à partir du mois de février, c'est effectivement d'avoir des sortes de containers dans lesquels vous avez 6 ou 7 drones qui sont les uns au-dessus des autres, avec une capacité de les lancer très très loin et très rapidement, effectivement d'une bordure de clairière.
Mais il faut bien comprendre que des drones qui ont une capacité d'aller à plus de 1000 km, finalement, on n'a pas besoin de se mettre sur la ligne de front. On peut faire ça depuis 100 km à l'intérieur des terres. Et ça, c'est quelque chose qui se développe très, très fortement. Alors évidemment, quand ils veulent taper en limite de portée opérationnelle à 1200 km, par exemple, pour les Newty, là, ils vont se rapprocher au plus proche de la ligne de front. Et c'est dangereux. Mais d'une manière générale, maintenant, ils peuvent le faire de beaucoup plus loin en prenant beaucoup moins de risques que ce qu'on voyait au mois de février. Et c'est pour ça que, finalement, il y a moins de pertes chez les Ukrainiens qui lancent les drones en ce moment parce qu'ils ont une capacité meilleure de les lancer sans se faire repérer, tout simplement parce que leurs moteurs sont de plus en plus efficaces et que leurs moyens de navigation sont de plus en plus performants. Avant, il fallait piloter les drones sur les zones qui étaient brouillées, alors que maintenant, ils ont des systèmes de navigation de différentes manières qui leur permettent de reprendre une connexion une fois qu'ils ont passé les zones brouillées, notamment quand ils sont en déni de GPS, et ils vont être capables de suivre des points de passage au sol. Donc même quand ils n'ont pas de pilotage, même quand ils captent pas le GPS, ils ont des centrales à inertie intérieure qui permettent de détecter les mouvements du drone lui-même et se recaler sur le sol jusqu'à arriver sur des cibles. Et ces cibles, il y a une intelligence artificielle qui leur permet de dire... Voilà, l'intelligence artificielle. Alors, vous restez avec nous, Xavier, parce qu'on va en parler un petit peu plus tard dans l'émission. Mais faisons un petit détour par Washington. Vous êtes là, devant la Maison-Blanche. Hélène Bonnet, merci d'être avec nous. On va, un instant, avant de vous donner la parole, parce que vous allez nous aider à comprendre, écouter ce que Donald Trump a dit il y a 2 jours à propos de Volodymyr Zelensky, parce que c'est complètement différent de ce à quoi il nous a habitués par rapport au président ukrainien. Winners, do you think President Zelensky is winning right now? You famously... Well, he's doing pretty well. Look, no matter how you look at it, he's doing pretty well. He's holding his own, at least. A lot of people dying on both sides, but I think he's doing pretty well. Can I ask you? Look, you have to say he's courageous. He's got great equipment, but he's got great men. He's got fighters. Oui, Hélène, alors on se souvient que c'est dans ce même bureau, sur ces mêmes fauteuils, que Donald Trump avait quand même tenu la dragée haute. C'est peu de le dire, il avait été extrêmement désagréable, tout à fait humiliant avec Volodymyr Zelensky le 28 février dernier. Alors qu'est-ce qui se passe ? Comment se fait-il que Trump est potentiellement en train de changer d'avis par rapport à Volodymyr Zelensky ? Est-ce que le président ukrainien aurait retrouvé les faveurs du président américain ? Oui, alors c'est vrai que c'est un looping assez surprenant dans les propos de Donald Trump. Ce qui est vrai, c'est que l'Ukraine est dans une dynamique positive. On a parlé de ses frappes dans la profondeur et ça n'a pas échappé à Donald Trump. Il y a le G7 qui a eu lieu il y a 1 semaine et demie, qui a été une étape importante. Donald Trump a signé la déclaration finale du G7 qui renouvelle le soutien à l'Ukraine. Volodymyr Zelensky lui a fait la demande. Il a demandé s'il pouvait utiliser les licences américaines pour fabriquer, par exemple, des missiles patriotes sur le sol ukrainien. Donald Trump n'a pas dit non, il a dit qu'il examinerait la question. Et aujourd'hui, on a appris par l'Ukraine que les Américains avaient vraisemblablement remis en place les sanctions sur les compagnies pétrolières russes. Vous savez qu'elles avaient été temporairement levées dans le cadre de la guerre en Iran par les Américains. Alors, les Américains n'ont pas confirmé, en tout cas, ils ont très peu communiqué là-dessus, mais les Ukrainiens nous assurent que ces sanctions ont été remises en place. Donc, ce sont beaucoup de signaux positifs en plus de ces propos de Donald Trump. Il ne faut pas imaginer que d'un seul coup, Volodymyr Zelensky est revenu dans les bonnes grâces et qu'il est le chouchou de Donald Trump. C'est surtout que, visiblement, les Européens ont poussé pour que ça aille dans ce sens-là. Ce n'est pas gratuit. Vous avez des diplomates qui assistaient au G7 qui ont expliqué qu'en échange d'une aide pour le déminage dans le détroit d'Ormuz par les Européens, eh bien, les Européens auraient demandé à Donald Trump qu'il continue de soutenir l'Ukraine. Et on sent que Donald Trump est sensible à cette dynamique positive dans laquelle est l'Ukraine. Il aurait dit en privé à Volodymyr Zelensky qu'il devait être plus audacieux dans ses opérations. Donc même si Donald Trump ne s'est pas exprimé sur les dernières opérations menées par les Ukrainiens, en tout cas il ne les désapprouve pas et il ne s'est pas exprimé publiquement contre ces opérations. Merci beaucoup Hélène Bonnet, vous êtes en direct de Washington pour LCI. Lucas Manger. En fait, Trump a... Enfin, moi, les bras m'en tombent que quand c'est Donald Trump qui conseille à Volodymyr Zelensky d'être plus audacieux, si vous voulez, parce que l'audace ukrainienne, elle n'est plus approuvée. On ne peut pas dire effectivement que Volodymyr Zelensky n'ait pas été audacieux ces 4 dernières années, mais c'est aussi que Trump a un sens... c'est sa survie politique et sa carrière à la fois immobilière et politique le montre, a un grand sens
de la manière dont le vent tourne, et que dès que le vent tourne d'un côté, il est capable de lâcher les gens. Trump n'a pas d'affect. Il a soutenu Poutine quand Poutine avait le vent en poupe, et en ce moment où les cartes militaires sont en train de changer au profit de l'Ukraine peut-être, il se dit qu'il a intérêt à être du côté des gagnants. Il déteste les losers. S'il perçoit chez Vladimir Poutine le moindre risque de devenir un loser, comme il le dit souvent, il le fait. C'est ce qui s'est passé d'une certaine manière avec Benjamin Netanyahou aussi. La dégradation de la relation entre Donald Trump et Benjamin Netanyahou a plein de raisons stratégiques, mais elle est aussi liée à des questions de personnes et au sens politique de Donald Trump, qui se dit, tiens, Zelensky a le vent en poupe en ce moment, plutôt il vaut mieux être de son côté. Quand Netanyahou a moins le vent en poupe électoralement en Israël, il se dit, tiens, il sera peut-être plus au pouvoir dans quelques mois. Voilà. Il a un sens politique, on peut critiquer beaucoup Donald Trump, mais il a un sens politique inouï. Alors revenons à ce qui se passe en Russie et entre l'Ukraine et la Russie très concrètement, puisque les Ukrainiens, on le dit, frappent dans la profondeur, frappent les raffineries 1 fois, 2 fois, 3 fois, souvent les mêmes au sud de Moscou, au nord vers Saint-Pétersbourg, et ça finit par avoir des conséquences, même si elles sont compliquées à être totalement vues et racontées, puisque la Russie est vaste, mais en Crimée. Donc la péninsule de Crimée, qui a été annexée par la Russie, on le sait, eh bien l'état d'urgence a été décrété, et ça c'est complètement nouveau. L'état d'urgence a été décrété aujourd'hui même par Sergueï Aksionov, qui est le gouverneur de la péninsule. On l'écoute. Chers habitants de Crimée, l'état d'urgence sera déclaré en République de Crimée à compter d'aujourd'hui à 13h. Je demande donc à chacun de garder son calme et de ne se fier qu'à des sources d'informations vérifiées. Ensemble, nous surmonterons cette épreuve. Merci. Oui, Christian Macarian, ça c'est un fait nouveau, le fait que l'état d'urgence ait été instauré, ça montre on ne peut plus cacher une situation pas normale. Situation pas normale, une situation de pénurie, une situation qui exige des pouvoirs spéciaux confiés au gouverneur dont il ne va pas hésiter à faire l'emploi. Donc, il y a quand même quelque chose de très surprenant dans tout cela, c'est qu'en attaquant la péninsule par l'ouest, la péninsule de Crimée, et alors qu'elle est encore fortement rattachée du côté est par le pont de Kertch à tout l'interland russe, jusqu'à Krasnodar, les Ukrainiens ont réussi quelque chose qui est assez prodigieux, puisque moi je me souviens très bien au début de ce conflit, on disait oui, il y a l'armée de terre, il y a la supériorité russe dans les airs incontestables, etc. Mais alors sur mer, il n'y a pas d'Ukraine, il n'y a que la Russie. Or... Ah là, il reste plus de bateaux, ils les ont tous rapatriés sur la mer d'Azov. 4 ans après, il faut constater que c'est sur la mer Noire, au large de la Crimée, que la suprématie ukrainienne est évidente. La suprématie ukrainienne est extrêmement impressionnante, alors qu'il y a toujours une base considérable au sud de la péninsule de Crimée qui s'appelle Sébastopol. C'est pas rien quand même. Donc c'est la base essentielle navale russe. Donc il y a quand même énormément de surprises stratégiques dans cette guerre, et celle-là, qui concerne la Crimée, en est une considérable. La deuxième, c'est que tout a commencé par là, en mars 2014, par l'annexion de la Crimée. Bien sûr. Donc, on a l'impression que les Ukrainiens rembobinent le film et ils le reprennent au début en disant, puisque ça a commencé là, eh bien, nous frapperons là. Et l'état d'urgence en Crimée, c'est, moi, je pense vraiment humiliant pour Vladimir Poutine, que je vois encore au volant de sa Mercedes traverser le pont de... Ah oui, oui. Oui, l'image était spectaculaire. Oui, il l'avait traversé pour montrer qu'il était possible de le traverser sans problème. Tout neuf, magnifique et impressionnant, et Poutine conduisant sa voiture, eh bien, tout cela semble appartenir désormais au passé. Mais il faut comprendre une chose, c'est que pour les Ukrainiens, la Crimée a aussi une importance militaire très claire, c'est que c'est quand même une base arrière très importante pour les Russes, c'est aussi un endroit où les troupes se forment et se reposent, c'est de la Crimée que partent un grand nombre de drones et de missiles qui attaquent le sud de l'Ukraine. Donc en attaquant la Crimée, c'est non seulement symboliquement absolument essentiel, mais du point de vue purement militaire, c'est un endroit qui aujourd'hui encore
compte beaucoup pour les Ukrainiens. En tout cas, c'est d'après ce que les Ukrainiens m'ont dit ces derniers jours, que militairement, c'est vraiment une cible, que s'ils arrivent à complètement la neutraliser, ça va les aider sur le front parce qu'il y aura moins de possibilités d'envoyer des missiles et des drones. Et d'ailleurs, le ministre ukrainien de la Défense lui-même a dit « Nous allons faire de la Crimée une île ». Oui, Michel. Alors, juste un petit point de théorie militaire. Il y a deux types d'opérations. Il y a deux types d'opérations militaires. 23h31, vous êtes sur LCI. Petit point de théorie militaire. Très rapide. Il y a les opérations de conquête de terrain. Vous allez sur le terrain, vous avancez, vous plantez les drapeaux, vous les défendez, etc. Donc vous voyez la carte et vous voyez ce qu'ils donnent. Actuellement, c'est très balancé et pour tempérer un peu l'enthousiasme, effectivement, je rappelle que les Ukrainiens sont en train de perdre la ville de Konstantinivka et ça, c'est très important sur la ceinture de fer. En revanche, il y a un deuxième type d'opération militaire, c'est les opérations de raid et de frappe. C'est-à-dire que là, vous occupez rien du tout, vous allez quelque part, vous allez bombarder, vous allez frapper, ou vous faites éventuellement un raid commando, par exemple, pour aller casser quelque chose, capturer, etc., et vous revenez. Ce type d'opération, qui passe par des espaces qu'on appelle les espaces communs, ou les espaces fluides, c'est-à-dire par la mer, par l'air, par l'espace éventuellement, ou le cyber, etc., ces opérations qui permettent d'affaiblir un adversaire. Et le problème, c'est que, alors c'est bien, on affaiblit, c'est une bonne chose, et ça peut aider effectivement les opérations terrestres par ailleurs, mais pour obtenir des effets stratégiques par ce type d'opération, c'est un peu flou, quoi. C'est-à-dire qu'on ne sait pas très bien. Autant sur une carte, vous voyez les drapeaux qui avancent, qui reculent. Quand vous faites des frappes, vous voyez plein d'images d'explosions, mais vous ne savez pas très bien si ça approche vers le succès. Et là, ce qui se passe, c'est que effectivement, les Ukrainiens lancent une campagne qui est totale de frappe sur la profondeur, sur le niveau tactique, au niveau pour reprendre la terminologie soviétique, opératif, c'est-à-dire toutes les zones occupées par les Russes et la Crimée. Et donc là, ils en profitent, il y a plein de cibles. Ils ont développé un certain nombre de drones particuliers qui leur permet de lancer cette campagne particulière, des petits drones indétectables. Et là, c'est la chasse. En ce moment, c'est la chasse parce qu'il y a plein de cibles. Et donc là, ils détruisent tout ce qu'ils peuvent. Et la Crimée, pour eux, c'est un immense parc à cibles. Parc à cible. Mais restons justement un instant dans lequel ils frappent tant qu'ils peuvent. Et ils font le siège, en fait, ils font le siège de la Crimée. Puisque ça concerne beaucoup, évidemment, les Russes, et les Russes qui regardent la télévision d'État, et notamment Vladimir Solovyov, qui est ce journaliste de la télévision d'État qu'on vous diffuse souvent sous cette antenne. Et écoutons-le, parce que son propos est un peu différent de ce à quoi il nous a habitués. Et là, il a été fort dans ses propos sur ce qui se passerait potentiellement par rapport à si les Ukrainiens frappaient à nouveau le pont de Crimée, parce qu'ils l'ont déjà frappé, c'est vrai. Ils ont déjà frappé à plusieurs reprises le pont de Crimée. Ils ont déjà commis plusieurs actes terroristes sur ce pont, au cas où quelqu'un aurait oublié. Donc on ne va pas se mentir, si on veut réellement garantir la sécurité de ce pays, il faut, et je le répète, introduire des mesures disciplinaires beaucoup plus radicales, des punitions publiques comme la fusillade. Et d'ailleurs, c'est bien dommage que cela n'existe plus. Il faut que ça revienne. Non, je ne sais pas si vous avez bien entendu, là, Alexandre Melnik. Donc, il dit que, au cas où on l'aurait oublié, les Ukrainiens ont réussi des actes terroristes contre le pont de Crimée, et il voudrait des mesures disciplinaires beaucoup plus sévères, notamment la fusillade. Et il regrette que ça n'existe plus. Mais c'est-à-dire, ça fait partie quand même de cette propagande russe. Mais ce que je voudrais souligner, une chose, que au-delà de toutes les considérations stratégiques militaires, il faut jamais oublier la charge symbolique et émotionnelle de la Crimée. Bien sûr. Parce que c'est ça finalement pourquoi la guerre a commencé en Crimée. Tout simplement parce que tu prononces le mot Crimée. Ça fait réagir tous les Russes. C'est comme si c'était le rêve un peu subliminal. Donc, sauf qu'aujourd'hui, ce rêve subliminal, la promesse du rêve, risque de se transformer et devenir les portes de l'enfer. Les portes de l'enfer, parce que les Ukrainiens, eux, qui connaissent bien quand même la mentalité soviético-russe, ils savaient qu'il fallait frapper là. Que par exemple, quand on frappe le Donbass, quand il y a la guerre au Donbass, aujourd'hui même il y a une expression, l'erreur du Donbass de Poutine. C'est-à-dire, ça ne provoque pas cette réaction complètement émotionnelle, viscérale, épidermique, comme vous dites, de la part des Russes. Et quand les Russes aujourd'hui voient qu'ils ne peuvent plus aller là-bas en vacances, c'était quand même le rêve d'aller en vacances. Quand il voit aujourd'hui que cette presqu'île devienne une sorte de
île qui est coupée justement du reste du territoire de la Russie, parce que je me souviens bien quand je l'ai, étant enfant avec mes parents en Crimée, on passait par la ville de Mélitopol et c'était finalement un chemin très étroit pour aller là-bas. Donc on peut couper assez facilement cette voie de communication. Et si on coupe aujourd'hui la Crimée de la Russie, ça va provoquer un énorme choc de la part de la population russe, parce que vous savez ce qui peut se passer, que la population et surtout les élites peuvent comprendre que finalement Poutine, qui dit que tout va sur le plan, conforme au plan, expression en Russie, c'est qu'il doit pas plan. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas de plan. C'est-à-dire, il n'y a pas de, tout se passe selon le plan qui n'existe pas. Il n'y a pas de plan A, il n'y a pas de plan B. Et ça peut créer justement ce sentiment de frustration extrêmement forte de la part de la société russe, et aussi réveiller une fois de plus les élites autour de Poutine, où la guerre des clans quand même s'accélère. Alors souvenez-vous, en juin 2023, donc c'était quand même il y a déjà 3 ans, Prigojine, la mutinerie ratée de Yevgeny Prigojine. Alors aujourd'hui, on n'en est pas là en Russie, mais une vidéo fait fureur sur les médias sociaux russes, celle de ce soldat russe, Alexandre Lounine, qui a exigé dans sa vidéo une rencontre en face à face avec Vladimir Poutine, et menaçant même d'une mutinerie si il n'avait pas cette rencontre. Il souhaite lui parler des sujets tabous en Russie, militairement parlant, donc les tortures dans l'armée, mais également les extorsions d'argent. On écoute un extrait. En ce moment même, des dizaines, des centaines, des milliers de nos soldats croupissent en prison, punis par leur propre commandement. Ils sont assis là à pourrir. Et finalement, ils sont liquidés et portés disparus au combat. Vladimir Vladimirovitch, prêtez attention à ceci. Invitez-moi à vous rencontrer. Les conséquences seront très graves. Si je ne me rends pas bientôt au Kremlin pour m'exprimer en direct à vos côtés, l'armée retournera ses armes contre le Kremlin. Alors c'est assez étonnant, donc on le voit avec. Alors là c'était flouté, mais il y a toutes ces médailles. Et pour s'adresser à Vladimir Vladimirovitch, il avait revêtu toutes ces médailles. Il est visiblement dans sa campagne, ce soldat, avec le toit typique en tôle ondulée de la petite maison derrière lui. Je vois que vous hochez la tête, Alexandre Melnik. C'est une campagne russe que l'on connaît bien, effectivement. Mais alors ce qui est intéressant, c'est qu'il a été soutenu par d'autres soldats aujourd'hui même, qui ont fait une vidéo, également filmé une vidéo dans laquelle ils disent qu'ils soutiennent nommément cet Alexandre Lounine. Or, de la part de Moscou, officiellement, voici la réaction que nous avons eue. C'est celle de Dmitri Peskov, le porte-parole de Vladimir Poutine. On nous a dit qu'une telle vidéo existait, mais nous n'avons pas encore eu l'occasion de la visionner. Je ne m'avancerai donc pas pour l'instant. Cela dit, à en juger par ce que vous dites, certaines formulations semblent assez étranges. Nous devons d'abord vérifier tout cela. Nous devons d'abord vérifier, Lucas Manger. C'est intéressant parce que c'est pas un déni complet, c'est pas un comment dire, il y a pas de, c'est une. Non, il dit pas non, cela n'existe pas. Il pourrait dire c'est une fausse vidéo, c'est de l'IA. Il ne le dit pas. Il le dit pas. Il dit cette vidéo existe. Je pense que l'ampleur de la circulation de cette vidéo sur les réseaux russes les oblige d'une certaine manière à reconnaître son existence et à botter en touche en disant on verra ça un petit peu plus tard. Parce que ce que dit aussi la vidéo qui est très intéressant, c'est le niveau de corruption au sein de l'armée russe, et du fait que certains des soldats qui sont envoyés au carton sur les lignes de front en Ukraine, quand ils le refusent, on leur pique leur argent, on leur pique leur carte, leur compte en banque, et ils dénoncent ça dans cette vidéo. Et ça fait probablement écho à pas mal de rumeurs qui circulent en Russie sur les difficultés, non seulement les difficultés militaires évidentes que connaissent les soldats russes sur le front, mais aussi sur le niveau de corruption d'un certain nombre d'officiers et chose qui n'est absolument pas réglée
par le Kremlin. Et ce qui est intéressant dans cette vidéo, c'est que ce jeune soldat dit pas juste voilà, c'est comme ça. Il dit recevez-moi. Il y a une forme de courage aussi dans ce que dit ce soldat, parce que imaginez s'il était effectivement reçu, si Peskov allait jusqu'au bout et qu'il disait oui, cette vidéo existe et d'ailleurs on va recevoir ce soldat. Il faut un sacré courage en Russie pour aller rencontrer Poutine. Ce qui est absolument... Enfin, lui, il le souhaite. Et généralement, toutes les vidéos qui sont, disons, autorisées dans l'espace public russe, et il y en a quand même des centaines de milliers par jour, sont celles qui, au contraire, s'adressent directement à Vladimir Poutine. Oui, donc c'est plutôt malin. Parce qu'il est considéré, effectivement, comme celui à qui on s'adresse, comme s'il était le sauveur. Il y a une chose absolument étonnante dans cette vidéo. Je suis, comme par hasard, en train de lire un livre sur le début de la révolution russe et de la guerre civile. Et dans le premier chapitre, écrit par un historien britannique, cet historien décrit des phrases qui ont été prononcées par des militaires, par des soldats, par des personnalités russes en 1917, en disant... mot pour mot ce que dit ce soldat, c'est-à-dire que les commandants nous traitent mal, les soldats sont envoyés comme viande à canon au front. La situation, un tsar qui ne veut pas entendre ce qui se passe, un président qui ne veut pas entendre ce qui se passe, des conseillers qui finalement commencent à avoir des doutes sur le cours de cette guerre, des généraux... Là, je parle de 2026, qui de plus en plus ont des problèmes à garder leur équilibre devant leurs fenêtres et qui tombent. Alexandre l'a mentionné juste avant le plateau, mais je vais peut-être te laisser élaborer là-dessus, Alexandre, sur le décès aujourd'hui d'une personnalité très importante. Oui, Sergueï Ivanov. Mais vraiment très rapidement. Très bien. Très rapidement, c'est pour vous dire que c'était vraiment quelqu'un qui fait partie de l'entourage très proche de Poutine, qui avait commencé sa carrière à Saint-Pétersbourg. Il est mort ce matin. Qui se mort ce matin. D'une crise cardiaque. D'une crise cardiaque à 73 ans. Donc, qui était d'ailleurs envisagé par Poutine de mettre à la place de Poutine, c'est-à-dire en 2008, quand Poutine ne pouvait pas se réélire. Mais finalement, il a préféré Medvedev parce qu'il a trouvé Ivanov un peu trop, intelligent, je dirais, parce qu'il avait peur que, une fois au pouvoir, Ivanov ne lui rendrait pas le pouvoir. Donc c'est pour ça qu'il a nommé, comme on met chapeau sur le siège vide pour montrer que la place est occupée, Medvedev. Mais ce qui est très important, une fois, donc le dernier mot, que pour nos spectateurs, pour dire qui était finalement cet Ivanov, c'était une sorte de Juppé de Poutine. Oui. Et c'était le meilleur d'entre nous. Voilà, c'est le plus doué, c'est le plus intelligent. Bon. Cela dit, nous repassons à l'information de la soirée. L'information de la soirée, la tension se situe dans le détroit d'Ormuz. Ce détroit dans lequel nous pensions qu'il se passait pratiquement plus rien, dans lequel nous pensions que la navigation avait repris dans les deux sens. Eh bien, suite au fait que les Iraniens ont ciblé hier un navire qui sortait du détroit, en endommageant simplement la passerelle, il n'y avait pas ni blessés ni morts. Il y a eu une réaction d'abord sous la forme de tweets, de posts de la part de Donald Trump, mais surtout des frappes qui ont eu lieu cet après-midi, qui sont encore en cours en ce moment, des frappes américaines dans le détroit. Une correspondante à Fox News qui a parlé avec un haut responsable de la défense américain nous informe que les frappes sont terminées pour ce soir, après avoir duré un certain temps. Et surtout, nous avons la réaction des gardiens de la Révolution qui ne s'est pas fait attendre, puisque les gardiens de la Révolution affirment ceci. L'agression américaine, je vous cite, leur communiqué ne restera pas sans réponse. Notre riposte sera rapide, décisive, au moment et à l'endroit de notre choix. Donc j'ai vraiment l'impression, Michel Goya, qu'on est en plein dans le bras de fer qui est à la fois pas tant militaire d'ailleurs, puisque la phase militaire active, elle est massive derrière nous, mais là il s'agit d'une escalade, mais également, surtout, verbale. Oui, bien sûr. Non, en fait, tout ça, cette séquence, il n'y a rien de surprenant. Il fallait certainement s'y attendre. Puis cette séquence, elle est codée. C'est du théâtre. C'est du théâtre kabuki. Tout le monde sait ce qu'il a à faire de bout en bout et avec des séquences très précises. Là, c'est la déclaration que vous venez de citer. Ce qui est important, c'est des gardiens de la Révolution. C'est la dernière phrase. Oui. C'est la réponse au moment voulu. De notre choix. De notre choix. C'est-à-dire pas demain. Ça veut dire pas tout de suite et ça veut dire plus tard. On verra ici et même il n'y en aura pas, quoi. Et donc,
probable, en revanche, que oui, dans quelques jours, il y a à nouveau un accrochage, que la partie dure des gardiens de la Révolution, qui veut vraiment avoir un contrôle effectif militaire sur l'ensemble du détroit d'Ormuz, et donc y compris sur toute cette partie omanaise, sur la voie omanaise plus au sud, lancera aussi des petites attaques, des petites piqûres de rappel. Et les Américains riposteront à nouveau, certainement. Et puis ça restera comme ça. Mais on est dans une autre séquence qui va durer certainement peut-être plusieurs semaines, jusqu'à ce que finalement on arrive à un équilibre où le commerce sera certainement rétabli et où les Iraniens auront certainement acquis leur fameux droit de péage qu'ils convoitent. Oui. Oui. Allez, alors, ce qui est difficile à détricoter, c'est que c'est un triptyque. Il y a la question nucléaire, la question du détroit d'Ormuz et la question du Liban. Et là, je voudrais rendre hommage à la pertinence de Stéphane Goldin. Tout à l'heure, il signalait qu'en termes de calendrier, le fait qu'un accord ait été trouvé entre les États-Unis, le Liban et Israël aujourd'hui même, et le fait que Trump n'ait réagi qu'aujourd'hui dans l'attaque que vous venez de décrire, eh bien, qu'il ait attendu 24 heures, prouve bien que Trump ne voulait pas compromettre l'accord qui était en cours de négociation au Liban. Parce que pour lui, c'est très important. Or, cet accord ne peut pas plaire au Pasdaran. Il peut éventuellement convenir à l'autre faction du régime iranien, mais pas au Pasdaran. Oui. Donc, pour que celles et ceux qui nous écoutent comprennent bien ce dont vous parlez, je dis en un mot qu'effectivement, tout à l'heure, Israël et le Liban ont signé un accord cadre avec les États-Unis à Washington, dont les trois parties n'ont pas dévoilé le contenu. C'est très important parce que c'est le but de ces négociations depuis le début. C'est le moyen pour Israël de sécuriser sa frontière nord. Alors Israël n'évacuera pas le sud du Liban pour autant, mais il acceptera certainement un reflux de ses positions en échange, bien sûr, de la part du Liban, du désarmement de Hezbollah. Des zones tests ont été désignées, 2 zones tests le long de la ligne jaune, pour qu'on puisse mesurer si l'État libanais peut, dans ces zones tests, au moins débrancher complètement le Hezbollah et le rendre inopérant. Donc c'est très important. Or, on le sait depuis le début des négociations, l'Iran ne cesse de lier la situation du Liban à sa situation globale. Voilà. Et pourquoi ? Mais ça, il faut le dire quand même, parce que beaucoup de gens ne comprennent pas le rapport entre le Liban, Hormuz et Téhéran. Mais pour Téhéran, le Liban, c'est le joyau de la couronne. C'est la seule et grande réussite chiite à l'extérieur du paysage iranien, et c'est un balcon sur la Méditerranée absolument stratégique. Il y avait la Syrie au milieu, bien sûr, mais la Syrie, elle a été perdue avec la chute d'Assad. Donc garder le Liban, c'est garder l'acquis principal de la République islamique d'Iran, fondée par l'ayatollah hors de ses frontières. Merci pour ces explications. Christian Bacarian nous rejoint en diplex depuis Washington Hélène Bonnet. Hélène Bonnet, bonsoir, merci d'être avec nous en direct. Donald Trump, par ses frappes, que veut-il réellement signifier ? Est-ce que c'est une escalade notable ? Est-ce que c'est la façon, disons, normale de Donald Trump de négocier ? Il avait en quelque sorte prévenu de ses frappes, si on lisait bien son post de tout à l'heure sur Truth Social. Oui, mais ce qui frappe, si je puis dire, c'est que Donald Trump a mis un certain temps à répondre. C'est-à-dire que la presse américaine, depuis hier, se faisait l'écho de cet incident qu'il y a eu avec l'Iran dans le détroit d'Ormuz, ces frappes contre un navire commercial, et s'étonnait cette presse américaine qu'il n'y ait pas de réaction de Donald Trump depuis plus de 24 heures. D'ailleurs, cet après-midi, il a été interrogé dans le bureau Oval à ce sujet, après ce message qu'il avait publié ce matin, que vous avez évoqué, qui était une première réaction, et on lui a demandé
demandé ce qu'il pensait de cette situation. Il dit je n'aime pas le fait qu'ils aient tiré, ils ne devraient pas faire ça. Et quand une journaliste lui a demandé si c'était une violation du cessez-le-feu et ce qu'il allait faire, Donald Trump a répondu assez mystérieusement vous verrez bien. 1 heure plus tard, on a appris par le CENTCOM, donc le commandement militaire américain, qu'il y avait des frappes en cours contre des sites de lancement de missiles, de drones et des radars côtiers le long du détroit d'Ormuz. Donc une réponse, une riposte, c'est présenté comme tel par le commandement militaire contre l'attaque qui a eu lieu hier par l'Iran. Ça s'arrête là visiblement pour l'instant. C'est une réponse. On sent que Donald Trump n'a pas vraiment envie d'escalader. Il est dans une séquence qui est consacrée à la politique intérieure. On sent qu'il a envie de tourner la page de l'Iran. Et puis il y avait ce soir effectivement, vous l'avez évoqué, la signature de cet accord entre Israël et le Liban. Et on sent que Donald Trump veut à tout prix continuer les négociations et apaiser la situation. Merci Hélène Bonnet, vous étiez en direct de Washington. Alors je rappelle que dans le détroit d'Ormuz, avant la guerre, tout le monde passait d'est en ouest, d'ouest en est, etc. Et c'était libre, il y avait plus de 100 navires qui passaient. Voici l'image en direct quasiment de Marine Traffic. On voit bien que ça bouge, donc on voit bien que ça a repris. 70 à 80, mais pas plus, navires ont franchi le passage, donc le détroit, jeudi. Les transporteurs étaient en train de reprendre confiance, si je puis dire, sauf que, voilà ce qui s'est passé aujourd'hui. Suite à ce qui s'est passé hier, puisque c'est toujours action-conséquence, qui a violé le cessez-le-feu en premier? Ce sont les Iraniens, Samantha, qui hier ont ciblé un navire qui était en train justement de passer d'ouest en est, c'est-à-dire de sortir du détroit d'Ormuz. Les Iraniens ont tiré sur ce navire sans faire beaucoup de dégâts, mais symboliquement c'est important, suffisamment important pour que les Américains répliquent. Oui, et ça peut se comprendre que les Américains aient répliqué. Ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que ce navire n'a pas emprunté la voie que les Iraniens voulaient que le navire emprunte. Donc, c'est pour ça que les Iraniens ont tiré. Voilà. Et donc, ils ont tiré. Donc, en fait, ils sont en train de dire, nous contrôlons ce détroit. Donc, ce détroit totalement libre, non, il n'est pas totalement libre. Et la question qu'il faut se poser maintenant... Voilà, regardons, Samantha, vous avez raison, les cartes. C'est-à-dire que les Iraniens considèrent que même le passage au sud de ces voies que nous voyons en bleu clair, alors que ce sont les eaux internationales, ce sont eux qui les contrôlent. Oui. Voilà ce qu'ils considèrent à tort. Donc c'est totalement inadmissible. Et la question qu'il faut se poser, c'est que maintenant tout le monde célèbre la chute du prix du baril. Sauf que si les assureurs estiment que finalement ce détroit d'Ormuz n'est pas vraiment ouvert et les navires continueront à subir des attaques, le coût de passage va continuer à augmenter et le coût du baril risque de remonter aussi. Autre chose, c'est que 11 000 personnes devaient sortir du détroit d'Ormuz. 11 000 marins. 11 000 marins. Qui étaient bloqués. Qui sont bloqués, je le répète, depuis le mois de février, qui sont bloqués sur des navires, qui ne sont pas avec leur famille, qui ont des conditions de plus en plus compliquées, n'ont pas pu être évacués non plus. Donc on voit à quel point... c'est-à-dire que tout ce qui se passe a été stoppé, bien évidemment. Donc cette soi-disant victoire américaine que Donald Trump aime montrer au monde entier, le résultat c'est quoi? C'est que les Iraniens contrôlent le détroit d'Ormuz comme ils ne l'ont jamais contrôlé avant. Et que beaucoup d'analystes, y compris autour de ce plateau, sont d'accord pour dire qu'il est très peu probable que la situation retourne à ce qu'elle était avant le 28 février 2026. Stéphane Goldin, est-ce que ça vous semble une solution, disons, intelligente, inévitable et efficace, qui va mener à quelque chose, le fait que les États-Unis aient frappé aujourd'hui à Ormuz? Oui, nous sommes au Moyen-Orient. On n'est pas en Europe, on n'est pas aux États-Unis. Vous savez, quand on frappe pas, quand on a été frappé... D'accord, mais enfin, les Américains sont pas des Moyen-Orientaux. Mais nous sommes dans une zone, ici au Moyen-Orient, et donc il faut montrer qui est le plus fort. Il faut montrer, autrement c'est une notion de faiblesse, et au Moyen-Orient, ça passe pas. Ça passe pas. Toute la question est de savoir comment les choses vont se régler, je dirais, dans le court, moyen et long terme. On voit très bien, dans le fond, que les Iraniens veulent à tout prix maintenir leur position sur le détroit d'Ormuz pour, d'abord, une raison, c'est peser sur les futures négociations qui vont concerner
la question de l'uranium et la question des missiles balistiques. Je ne parle pas du Liban, on en a déjà parlé juste auparavant. Et donc, dans cette affaire, on voit très bien que les Iraniens vont tout faire pour bloquer même les eaux territoriales omanaises pour mettre leur mainmise sur l'ensemble du détroit, avec une volonté évidemment de toucher un péage, mais on est au-delà de ce que vous dites, parce qu'il y a aussi toute la question de la monnaie et toute la question de vouloir éviter aujourd'hui le dollar et de revenir à une monnaie autre que le dollar dans cette affaire. Rappelez-vous les débats qu'on a eu d'ailleurs sur ce plateau, sur les réunions qu'il y a eu concernant dédollariser l'économie. Et donc, on en revient toujours aussi à cette question-là, avec, c'est vrai, qu'on le veuille ou non, les Iraniens qui sont en position de force dans cette négociation, parce que dans le fond, les 14 points qui ont été mis dans le mou, concrètement, ils sont... Le mémorandum. Oui, voilà, parce que là, vous nous faites peur, parce que plus personne ne comprend rien. Il est mou. L'accord, voilà. L'accord qui est en train d'être toujours négocié. Le mémorandum, excusez-moi, sont complètement en phase avec les volontés iraniennes. Et il n'y a rien du côté américain. Pour faire la guerre, il faut des armes, bien évidemment. Oui, c'est mieux, n'est-ce pas, Michel? Je me trompe pas, il faut des hommes aussi, d'ailleurs. Bon, mais des hommes, des femmes, oui, hommes et femmes, bien évidemment. Et c'est pas moi qui dirais que les femmes ne comptent pas. Bon, mais selon Pete Hegseth, le ministre de la guerre américain, qui a été le témoin direct de ce que je vais vous narrer maintenant, eh bien les États-Unis ont effectué le premier test majeur d'un équipement très important pour eux, le Golden Dome, c'est-à-dire le bouclier de défense antimissile américain qui coûte très cher. Voici ce qu'il en a dit. Le premier test a été un succès. J'ai eu l'honneur d'y assister. L'énergie dirigée de pointe a parfaitement orienté, ciblé et éliminé les menaces entrantes. Alors là, Xavier Titelman, nous avons besoin de vos lumières. Vous êtes encore avec nous. Merci d'être avec nous ce soir, Xavier. Qu'est-ce que c'est que cette nouvelle technologie exactement dont parle Pete Hegseth, c'est-à-dire l'énergie dirigée de pointe? C'est quoi? C'est le laser? Alors justement, c'est un grand questionnement en ce moment sur Twitter. Il y a plusieurs possibilités. Le premier, c'est qu'au lieu d'avoir des autodirecteurs, c'est-à-dire un missile qui va trouver sa cible et qui va l'accrocher avec des radars ou des systèmes optiques pour pouvoir lui rentrer dedans, peut-être qu'il y aura un système de désignation au sol qui permet d'accrocher cette cible et de le viser pour que le missile intercepteur, plutôt que d'avoir ses propres autodirecteurs qui coûtent cher, puisse simplement suivre ce laser qui aurait éclairé la cible. Ça, c'est la première option. Ça permettrait a priori d'être efficace en évitant de gaspiller des radars qui coûtent des centaines de milliers d'euros à chaque interception. Donc, ça permettrait d'avoir un système moins coûteux pour réaliser ces destructions. La deuxième option, ce serait que les Américains aient enfin réussi à mettre au point un système de destruction par laser, à l'image de ce que l'on fait un petit peu partout dans le monde pour détruire des roquettes ou des drones à basse distance. Et je vous rappelle qu'à l'époque de George Bush, fils, ils avaient transformé un Boeing 747, donc un avion de ligne dans lequel ils avaient transformé le nez pour faire une sorte de gros système de rayons laser. Et il fallait un avion gigantesque pour produire un laser qui était totalement insuffisant pour intercepter réellement des missiles. Donc peut-être que désormais les Américains ont relancé cette possibilité parce qu'ils l'avaient évoqué avec Israël il y a 2 ans. Et donc peut-être qu'aujourd'hui les Américains ont fait le premier test opérationnel pour un laser de destruction. Mais attention, c'est quelque chose qui n'aurait pas une portée très importante. C'est-à-dire qu'il faut certainement avoir des aéronefs en vol pour pouvoir tenter d'intercepter les missiles qui arrivent. D'accord. Merci Xavier Titelman. Il fait très nuit, j'allais dire, là où vous êtes. Voilà. Oui. Bon, donc merci d'avoir malgré tout, d'avoir surmonté l'obscurité.